Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Aujourd'hui, vous allez prendre part à une tradition qui a vu le jour il y a plusieurs siècles. Autrefois, c'était le Kukuryukai, la secte du Dragon Noir qui organisait le comité pour mesurer la force physique et spirituelle de ses membres. Tous les 5 ans, les meilleurs combattants de chaque discipline devaient s'affronter au full contact. Seul l'un d'entre eux pouvait en sortir vainqueur. Au terme de ce tournoi qui va durer 3 jours, un combattant se distinguera comme étant le champion des champions. Que le meilleur gagne. Where are you from? Québec. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. I'll do it. I'll fight. Aujourd'hui, on parle d'un film avec Jean-Claude Van Damme. I'm the parking attendant. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Bonjour. This rock has no more chance. It's going to be simple. Don't work for nobody. If I win, they'll go free. Bonne écoute. Bienvenue à Hong Kong. Aujourd'hui, on parle de Bloodsport, sorti en 1988 et réalisé par Newt Arnold, avec Jean-Claude Van Damme, Donald Gibb, Leo Ayres, Norman Burton, Forrest Whitaker, Bolo Young et Roy Chow. Je suis Mathieu et aujourd'hui, on va étudier la science du podcast. Alors, bienvenue dans cette genre de trilogie qui finira pas par une trilogie, qui va finir par un genre d'une couverture de 8 films qui, ça fait pas de sens dans ce que je viens de dire, mais ça va être ça pareil. On va parler plus d'une trilogie de podcasts basée sur un film en particulier, mais on va parler quand même là, de, comme aujourd'hui, on va parler de franchise Bloodsport, puis on va rajouter un autre film aussi, là, tout ça. Pour se centrer quand même là, sur Bloodsport, mais quand même puis la semaine prochaine on va parler là, d'un autre film là, avec l'acteur Jean-Claude Van Damme qui a son deuxième film aussi, le film du flic du temps, et après ça on va terminer là, cette trilogie là de films de Jean-Claude Van Damme là, vraiment là, faut mettre ça là, en guillemets trilogie. Le film de JCVD qui est sorti quelque chose comme en 2005 dans la carrière là, de Jean-Claude Van Damme. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, on couvre le film principal, mais tu sais, dans le fond, là, j'ai comme rajouté des à côté. Surtout le film d'aujourd'hui, qu'il y a 3 suites, puis il y a un film que je considère quasiment un remake du film d'aujourd'hui, fait que je me suis dit, ça serait pas pire de mettre tout ça ensemble. Le film va, en tout cas, la manière, j'ai aucune espèce d'idée de comment que ça va aller vers le podcast, mais tu sais, je m'attends pas à parler beaucoup d'affaires là, dans le film d'aujourd'hui, fait que je me suis dit, bon, tu sais, on va avoir de la place là, pour parler en masse là, de un peu là, de toute la franchise au complet, puis de rajouter ça. Mais c'est ça, fait que en même temps, c'est ça, cette trilogie-là, elle a été votée vraiment là, par toutes vous, dans le fond, là, sur le site de Facebook, où ce que vous avez voté pour vos 3 films de Van Damme que vous vouliez que je couvre. Ça veut peut-être pas dire vos préférés, mais en tout cas, c'était les 3 films qui ont été le plus demandés, puis je trouve honnêtement c'est vraiment la meilleure trilogie qu'on pouvait avoir de Van Damme. On a vraiment comme les débuts, qu'est-ce qui a mis Van Damme sur la carte. Après ça, on va avoir le flic du temps qui va être comme un peu dans les temps où ce qui était peut-être le plus populaire. Puis, on va avoir quelque chose là, comme son dernier succès, peut-être quelque chose là, pour un peu fermer là, toute l'ère Van Damme qui va être comme beaucoup plus tard, là, qui va être sensiblement 10 ans là, après le flic du temps. Mais c'est comme 3 heures, puis c'est sûr que il est encore actif. Pour l'instant, il est en train là, de vouloir faire un film là, qu'il serait peut-être le dernier film là, de toute sa carrière. Puis fermer ça là, sur avoir pas mal des clins d'œil à toute sa carrière au complet, qui veut appeler ça What's My Name. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Ça va-tu vraiment voir le jour bientôt? Peut-être qu'on va le couvrir au podcast. Peut-être qu'on va faire la trilogie numéro 2 sur les films de Van Damme. Ce qui est sûr, c'est que dans les 3 films qu'on va couvrir ces 3 semaines, c'est pas tous les films de Van Damme que je veux couvrir puis dire qu'après ça, je veux plus jamais parler de Jean-Claude Van Damme. J'ai déjà
parlé de Van Damme dans le film de Cyborg il y a genre 2 ans au podcast. Un film que je considère, pour moi, c'est mon Bloodsport pour moi. Je sais que Bloodsport, c'est beaucoup pour plusieurs gens, c'est le film ultime de Van Damme. C'est le film qui les a mis qui ont mis Van Damme sur la carte pour eux, puis que depuis ce temps-là, ben, c'est comme le meilleur film pour Van Damme. Mais pour moi, ça reste que c'est Cyborg. C'est un film qui a fait l'année suivante, mais c'est 2 films plus loin là, pour Van Damme, qui est en aucun cas un chef-d'œuvre. Mais c'est un film là, que j'aime revisiter là, à chaque année. Là. Ça fait partie là, de mes guilty pleasures. Éventuellement, ben c'est ça, tu sais, il y a d'autres films que je voudrais couvrir là, comme Kickboxer. C'est sûr que c'est à peu près inévitable là, qu'il faut faire ce film-là. Puis c'est sûr que là, ça parle de 6 suites. Là, ben je pense que c'est 4 suites puis 2 films là, dans un univers remake. Ça fait quand même beaucoup. Puis c'est la manière que le podcast est fait, puis comme l'exemple est démontré aujourd'hui, que généralement quand je couvre un film, ben j'aime ça le couvrir là, en grand, puis de regarder là, qu'est-ce qui est toutes les suites. Puis si mettons là, ils n'ont pas nécessairement là, besoin d'être couverts là, comme passer un podcast là, comme c'est les 3 films de Bloodsport à part, je pense pas que ça mérite vraiment là, de faire un podcast pour chacun des films. Fait que juste les coller à la fin là, j'ai à peu près là, 10 minutes à parler là, de chaque film, puis c'est à peu près tout là. Pareil pour la franchise là, des Universal Soldier qui mettent en vedette Van Damme dans 3 des suites. Puis il y a 2 films canadiens aussi là-dedans que j'ai vu juste un des 2. J'ai de la misère un peu à m'asseoir puis les écouter au complet. Mais c'est quelque chose que j'aimerais quand même revisiter pleinement dans un futur éventuellement. Puis peut-être pour faire ça, pour se rendre là, au nouveau film là, de Jean-Claude là, qui pourrait peut-être tout fermer sa carrière, je trouverais ça quand même pas pire. Puis bien sûr, il y a aussi le film de Double Impact qui a passé vraiment juste à la limite de pas être choisi aujourd'hui. Fait que quelque part, je suis arrivé à la fin, puis il a fallu c'était juste comme trop limite. Puis j'ai failli le faire, là, puis rajouter comme 4e film, mais je me suis dit, bon ben, il y a déjà beaucoup de pain sur la planche, là, puis justement, avec ce que je veux couvrir peut-être là, dans le temps des fêtes, puis pour repartir l'année prochaine, il y a des grosses franchises aussi que j'aimerais couvrir là, l'année prochaine, là, comme l'émission Impossible qui va prendre plusieurs semaines, puis bien sûr, ben, les 3 Creed qui vont arriver là, la semaine prochaine, puis l'année prochaine, fait que tu sais, toutes des petites affaires de même là, qui fait que il y a 52 semaines là, dans une année, puis les films sortent, puis je vais avoir couvert les films avant qu'ils sortent. Fait que, tu sais, puis un peu pour varier aussi, toujours l'agenda, là, puis essayer de parler d'un peu partout aussi, puis pas trop être pogné là, dans le côté action. Même si, là, pour l'instant, là, le vote est lancé pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on couvre. Pour l'instant, ça semble être assez pas mal là, d'un côté. Là, il y a à peu près là, 95% des votes qui s'en vont pour la franchise là, de Die Hard, Piège de cristal, ou en tout cas, appelez-le comme vous voulez en français, là, mais ils ont tous des noms différents en français. Fait que la franchise des Die Hard, là, c'est pas mal ça qui est en train de gagner là, contre la franchise Karate Kid. Quelque chose que je veux éventuellement couvrir au podcast, mais en tout cas, pour l'instant, là, ça a l'air qu'on veut plus Die Hard puis d'aplomb. Là. Mon idée était plus de couvrir là, les Karate Kid pour la dernière saison là, de Cobra Kai là, qui va apparaître là, l'année prochaine à quelque part. Je sais pas exactement quand, mais en tout cas, d'avoir couvert tous ces films-là. On verra bien là, comment qu'on fera ça. Peut-être que je vais trouver le temps aussi de le faire avant, mais ça me surprendrait. Là, je regardais l'horaire, puis c'est très peu probable. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Il y a des grosses chances là, qu'on aille sur la franchise là, des Die Hard d'ici pour le mois de décembre. Mais c'est à vous de voter sur le site là, de Premier Visionnement là, ou sur Facebook ou le groupe de discussion. Puis, dans le fond, là, vous pouvez voter
voter 2 fois si vous êtes sur les 2 groupes. Votez là, avec les émoticônes sur Facebook, le groupe de la page Premier Visionnement, puis le groupe de discussion. Vous avez comme 2 places pour voter. Fait que si vous êtes sur les 2 pages, ben vous avez la chance de voter 2 fois pour ce que vous voulez. Mais en tout cas, fait que ça, c'est tout ça là, pour la rétrospective. On va commencer à parler là, de s'aligner vers le film. Mais juste avant, si maintenant vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur le film Cyborg, vous pouvez aller sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez trouver un onglet qui est marqué film seul. Vous allez trouver dans le fond Cyborg au travers là, de plusieurs films là-dedans, là, dont Basic Instinct, le film Us, Nous, un film de Jordan Peele qui est sorti en 2020 ou 2019, que j'ai couvert avec Christophe Lassens du podcast Fantastica. Puis vous en trouvez d'autres, là, comme le film La Plateforme, qui est peut-être le film le plus étrange que j'ai couvert au podcast. Un film qui est sur Netflix que j'avais trouvé, puis que j'avais trouvé intéressant, puis j'avais quelque chose à dire. Fait que tout ça que vous pouvez trouver là, sur le site officiel du podcast premiervisionnement.com. En même temps, ben, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou les deux. C'est à vous de décider. Mais en même temps, ben, c'est ça. Sur Facebook, c'est là où pas mal tout, en guillemets, l'action se passe. Puis qu'en même temps, ben, vous pouvez voter pour les rétrospectives là, qui s'en viennent. Pendant qu'on est sur le sujet là, des choses qui s'en viennent, je sais pas si vous avez remarqué au dernier podcast sur It Follows, j'ai changé un peu les menus, pas les menus, mais la sortie puis l'entrée là, du podcast. J'ai changé un petit peu là, des discours. Puis tu sais, j'ai rajouté quelque chose là-dedans. Si mettons vous voulez faire un don pour le podcast, quelque chose pour aider le podcast, tu sais, vous pouvez partager à vos amis. Puis tu sais, c'est quelque chose toujours pour aider au podcast, que le podcast soit un petit peu plus reconnu, que tu sais, dans le fond, ceux-là qui pourraient être intéressés là, à entendre parler là, de Bloodsport ou It Follows ou toute la franchise là, des Halloween que j'ai couvert ou n'importe quoi, ben n'hésitez pas à leur parler du podcast. Ça peut juste pas leur faire du mal. Si maintenant ils sont dans l'idée des podcasts, la manière que le podcast est fait, c'est que justement c'est pour aller un peu dans tous les sens. Ça veut pas dire que vous allez aimer le film de la semaine ou la franchise qu'on couvre, mais éventuellement ben, on va arriver à quelque chose que il est plus dans vos cordes. Puis c'est ça un peu le but du podcast aussi, c'est de toucher un peu à tout. Puis toujours faire une rotation, puis pas juste être centré tout le temps là, sur un tel genre là, comme l'horreur ou juste les films de science-fiction, les films d'action. C'est juste tout le temps un petit peu pour varier. En tout cas, vous savez un peu là, en ayant vu le catalogue. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup au podcast, juste que ça grandisse tout simplement. Puis je parle aussi là, de si vous voulez faire une contribution monétaire, c'est sûr que le podcast va toujours rester gratuit. Faut bien comprendre ça. Je veux pas vous soutirer de l'argent. Le but, c'est de juste aider, parce que en bout de ligne, là, de garder là, le site internet. Le site internet est très pratique. Peut-être pas pour vous, mais pour certains, je vois beaucoup qu'il y a de la circulation. Beaucoup pour des nouvelles personnes qui vont sur qui écoutent le podcast. Ben, ils peuvent aller voir un peu partout dans le catalogue. Puis en tout cas, ça l'aide beaucoup là, pour les nouveaux abonnés. Puis en même temps, ben, c'est ça, pour pouvoir stocker tous ces épisodes-là, ben, ça coûte de l'argent aussi. Il y a des frais annuels là, pour qui coûtent encore une centaine de dollars pour pouvoir les stocker sur Podbean. Puis dans le fond, faire des liens à partir de là. Fait que c'est toujours un peu là, des coûts que j'assume tout le temps. Ça, c'est sans parler de, oui, vous allez dire ben, que oui, je jette des films, puis je peux quand même en profiter. Mais en même temps, ben, je transfère quand même ce savoir-là à vous, dans le fond, là, quand j'écoute les commentaires, tout ça, puis le temps, puis tout ça. C'est dans le fond, là, c'est juste un peu là, pour aider là, pour le podcast, puis si ça vous intéresse d'aider tout simplement. Dans le fond, ce que je propose, dans le fond, là, c'est que d'ici la fin de l'année, là, si mettons quelqu'un donne un don là, de plus de 15$, ben
c'est de tout simplement là, vous aider, vous couvrir les 3 films que vous voulez, la trilogie de films que vous voulez, pas obligé de les coller nécessairement avec un thème ou quelque chose de même, là, juste 3 films dans le fond que vous voulez que je couvre, je vais les couvrir comme que je fais là, pour n'importe quel film au podcast. Puis comme je dis, c'est bien important de comprendre que c'est pas un abonnement, c'est pas de la pression que je veux vous faire. C'est vraiment volontaire, c'est vraiment ça. Je veux vraiment pas là, vous empêcher là, d'acheter des cadeaux à vos enfants ou n'importe quoi là, dans le temps des fêtes qui arrivent, des affaires de même. C'est vraiment pas ça. C'est juste vraiment si vous vous sentez à l'aise à vouloir aider là, pour le podcast, tout simplement vous envoyez un virement Interact à premiervisionnement@gmail.com. Puis vous marquez qu'est-ce que vous voulez que je couvre. Puis dans les premiers 6 mois là, de 2023, je vais couvrir là, les 3 films là, que vous me demandez. Alors, pour commencer sur Bloodsport, on va parler un peu là, en guillemets la rétrospective. On parlait de Jean-Claude Van Damme. C'est un monsieur qui est né en 1960 en Belgique, que dès l'âge de 10 ans, son père l'a envoyé là, à suivre des cours de karaté. Jusqu'à l'âge de 18 ans, il était rendu ceinture noire, quand même un bon progrès. Je sais pas combien de temps ça peut prendre là, pour avoir une ceinture noire, mais en tout cas, avant ses 18 ans, il avait atteint la ceinture noire. Entre 76 et 80, ça veut dire qu'entre 16 et 20 ans, il a fait plusieurs compétitions. Donc, son résultat est de 44 victoires et 4 défaites. Quand même très bon là, comme bilan. Ça, c'était des compétitions qui étaient semi-contact. Je sais pas exactement la différence entre semi-contact et full contact. J'imagine que c'est juste un coup et ça finit là, tout simplement. Puis full contact, c'est peut-être un petit peu plus... faut être un peu plus magané. Que ça finit là, en tout cas. Fait que dans le côté full contact qui a commencé en 1980, ou un petit peu plus tard, plutôt entre 77 et 82, excusez, qu'il a fait des tournois là, full contact, il a fait quand même là, 18 victoires et 1 défaite. Fait que c'est quand même quelqu'un qui savait, qui a maîtrisé quand même son art. Dans tout son art, oui, il a commencé avec le karaté, mais il a fait du karaté, il a fait du muay thai, il a fait du kickboxing et il a fait du taekwondo. Mais bien sûr, c'est dans le fond, dans son art, ce qui lui-même va dire qu'il est quasiment quelque chose de plus compliqué que faire un entraînement d'arts martiaux. Il a fait aussi du ballet, que dans le fond, il dit dans le ballet, c'est encore pire comme entraînement, ça demande beaucoup plus. On peut peut-être voir là, une question là, comme les grands écarts, les affaires de même là, qui est comme renommé pour ça. Peut-être que ça vient beaucoup de ça aussi, là, tous les étirements. Puis en tout cas, c'est quand même quelqu'un là, d'assez agile. En 1982, M. Van Damme part avec son grand ami Michel Casey. Si vous savez pas c'est qui, c'est l'acteur qui va faire il va apparaître dans le film aujourd'hui, mais il va faire plus principalement il va faire le personnage de Tong Po là, dans les 2 premiers films là, de Kickboxer. Dans le fond, c'est un grand ami là, de Jean-Claude Van Damme, puis il a traversé aux États-Unis en 82 pour se trouver là, certains travaux. Il a déjà apparu là, dans un film là, avec Rutger Hauer, un film français, puis en tout cas c'était juste une petite apparition, mais il a voulu un peu plus se lancer là-dedans. Fait qu'en arrivant en 82 aux États-Unis, il a trouvé des petits rôles de soutien, puis il est tombé sous l'œil là, de Chuck Norris. Dans le fond, Chuck Norris va l'avoir engagé comme bouncer dans un des bars qu'il y avait. Chuck Norris, ça a l'air qu'il y avait plusieurs bars et qu'il l'a engagé pour être un bouncer à la porte. Alors, il y a quand même une amitié qui s'est construite avec Monsieur Norris, puis que dans le fond, ça l'a apporté dans l'industrie là, des films canon. Il y a un film qui va avoir pas mal commencé à faire apparaître Van Damme comme méchant principal, No Retreat, No Surrender. Film que
que j'ai pas vu. On va dépeindre Van Damme là, comme un Russe dans ce film-là. Tu sais, dans le fond, là, c'est dans encore le temps de la guerre froide. Faut pas oublier ça. Là, dans les années 80, là, même si on tirait à sa fin pas mal, mais référez-vous à la franchise des Rocky pour ces choses-là. Mais on pouvait se dire probablement avec l'accent cassé là, de Jean-Claude Van Damme, il pouvait passer pour quelqu'un qui n'était pas américain tout simplement. Je sais pas, j'ai pas vu ce film-là. Quelque chose que je voudrais voir éventuellement, peut-être que on pourrait coller ça à une autre franchise à quelque part, peut-être que je pourrais parler de ça. Je sais pas exactement. Peut-être revenir, si mettons on sort le film en question, de toute la comme pour en global, là, de toute la carrière de Van Damme, peut-être de parler du premier film en même temps, ça serait quelque chose là, qui pourrait être intéressant. Mais en tout cas, on verra en temps et lieu. Mais c'est ça. Fait que ce qui nous amène aujourd'hui au film de Bloodsport de 1988. Le film est réalisé par Newt Arnold, qui, dans le fond, est connu pour... il a été récompensé là, comme réalisateur assistant sur Le Parrain 2. Je suis pas sûr que le film aujourd'hui, on peut en parler en bien, en mal, quelque chose de même, mais comparé au Parrain 2, ça, je suis pas trop certain de ça. Mais ça reste que le film d'aujourd'hui a été fait pour environ 2 millions de dollars, puis va avoir récolté quelque chose comme 50 millions de dollars. C'est comme genre du 2500 de l'argent là, que ça a coûté. Fait que c'est quand même assez bien. Là. C'est comme un très bon investissement. Faut pas oublier que la Canon là, que j'ai parlé quelques fois là, au travers des années, c'est une compagnie de production qui faisait des films à petit budget. Ils ont fait des films qui ont été reconnus, mais ils sont faits pas très cher. Chuck Norris était quand même une des têtes d'affiche pas mal là, de cette compagnie-là. Dans le fond, on a eu Missing in Action, que même Jean-Claude Van Damme a joué une petite partie dedans. Là, je réécoute ce film-là. J'ai passé très proche là, de couvrir là, les 3 films là, de Missing in Action quand j'ai couvert la franchise des Rambo. Je voulais peut-être faire les 2 en même temps, quelque chose de même, et finalement, là, tout ça tombait à l'eau, mais en tout cas, quelque chose peut-être que je pourrais faire dans un futur éventuellement, là, pas prochainement, mais éventuellement. Mais là, aujourd'hui, c'est ça, on va parler d'un film qui était comme en rumeur là, à l'époque d'être basé sur des faits vécus. On a le capitaine Frank Dukes qui aurait supposément eu un tournoi, puis en tout cas, il va, dans le fond, là, qui serait supposément toute une histoire réelle. Pas trop longtemps après la sortie là, du film, ça a tout été démenti, dans le fond. Dans le fond, là, c'était juste vraiment là, toute une histoire là, qui avait été créée là, au complet. Il n'y a vraiment pas grand-chose là, qui a eu vraiment là, de réel, là, dans le fond. C'est voir un peu comment que les temps ont changé, où ce qu'on pouvait arriver puis commencer à compter des histoires. On peut le faire encore aujourd'hui, sauf que aujourd'hui, on commence à avoir des sources, puis on commence à être plus sceptique sur des affaires, puis dans le temps, on pouvait arriver et dire ah oui, j'ai fait telle affaire, puis dans le fond, on colle les morceaux, puis on dit ah ok, c'est beau, ça c'est vrai. Mais c'est ça, c'est ce qui est arrivé là, avec le film d'aujourd'hui, mais ce qui était vraiment comme rapporté comme une histoire véridique, ça sort carrément là, de pas mal l'imagination là, de Monsieur Dukes. Ce qui veut pas dire que le gars là, il y avait quand même là, c'était pas n'importe qui là, en bout de ligne là, que c'était pas un buveur de bière qui arrive à la maison puis qui veut juste écouter la télé puis qui dans le fond qui s'engraissait puis qui était pas capable de faire un coup de karaté là. Il y avait quand même là, des médailles puis tout ça, mais c'est juste que tout ça ensemble là, c'était pas vraiment là, une histoire qui s'est vraiment déroulée là. Alors, le synopsis du film, là, un remix de Wikipédia, vraiment remixé par moi.
Alors, on retrouve le capitaine Frank Dukes, qui est un soldat américain en 1975, qui veut honorer son maître d'arts martiaux en participant au QMT, qui est un tournoi clandestin d'arts martiaux mixtes qui réunissent tous les 5 ans les meilleurs combattants de la planète. Dukes sera poursuivi là, par 2 officiers une fois qu'il va être rendu à Hong Kong parce qu'il va avoir dû déserter l'armée parce que l'armée ne voudra pas qu'il aille prendre le temps là, pour aller au tournoi. Une fois rendu à Hong Kong aussi, Dukes va faire la rencontre de Ray Jackson qui est un combattant adversaire sauf qu'il va devenir son grand chum et aussi il va faire la connaissance de Victor Lin, que lui va devenir comme son guide, son manager pour lui et pour Jackson. En même temps, il y a une journaliste que il veut avoir un certain scoop, puis que dans le fond, qui va tomber là, dans l'œil de Monsieur Dukes, bien connu sous le nom de Jean-Claude Van Damme aussi en réel. Éventuellement, le tournoi commence et à la toute fin, Dukes va sortir le grand vainqueur. C'est une histoire assez simple, on s'entend que c'est juste un gars que dans le fond il veut juste honorer son maître, puis en bout de ligne, il veut gagner un championnat tout simplement. Histoire qu'on a vu maintes fois là, dans pas mal plusieurs films, que ce soit même dans ce que j'ai couvert là, ces derniers mois, dans la franchise des Rocky. Que ça soit là, dans les Karate Kid, que ça soit dans pas mal là, plein d'autres films là, sportifs, c'est ça un peu le désir de gagner. Mais à part de ça, c'est pas mal là, du standard, le méchant puis le bon, puis c'est pas mal ça en bout de ligne. C'est plate que c'est un film qui est assez c'est pas, il n'y a pas des grandes idées là, qui vont passer. Peut-être un peu des philosophies là, d'arts martiaux, mais en même temps, ça va servir comme un peu un film là, de, je vais appeler un porn d'arts martiaux. Là. Alors, moi, mon point de vue sur le film, dans le fond, c'est un film là que je vais tasser ça tout de suite du chemin. C'est genre la deuxième fois que j'écoute le film. J'ai vu quelques petites parties là, du film là, quand j'étais jeune, quand il passait quelque chose comme un super écran. Mais il y a peut-être 5 ans de ça, je me suis procuré le Blu-ray, puis je me suis dit, il faut que je l'écoute à quelque part. Ça fait partie comme, j'étais un fan de Jean-Claude Van Damme, puis j'ai pas vu ce film-là. Ça fait dur mon affaire. Fait que il y a à peu près 5 ans, c'est la première fois que j'ai vu ce film-là d'un bout à l'autre. Première fois, honnêtement, pour quand je l'ai écouté il y a 5 ans, c'est pas un film que j'ai été nécessairement bien impressionné. C'est sûr que c'était un film qui a 25 ans, puis je la gardais vraiment juste comme pour me dire, impressionne-moi. Bon, j'ai pas été très impressionné sur le coup, honnêtement. Quelque chose que je pense qu'aujourd'hui, je vais la garder plus là, avec un œil plus détendu aussi. Je n'étais pas tout à fait attentif aussi que je l'ai écouté là, il y a 5 ans. Là, je me suis plus assis et j'ai vraiment plus regardé. Fait que il y a bien des choses qui vont avoir changé aujourd'hui. Puis au fait, ce qui est vraiment drôle un peu là-dedans, c'est que le set Blu-ray que j'ai acheté il y a 5 ans, il venait en doublon là, avec un autre film qui est Le Flic du temps, le film qu'on va couvrir la semaine prochaine. Fait que c'est vraiment un hasard de même que les deux étaient dessus. Mais même en préparatif pour le film d'aujourd'hui, je me suis quand même embarqué là, dans un air là, de revoir plusieurs films de Van Damme avant là, de embarquer là, sur le film en question. J'ai écouté le film là, du protecteur traqué, là, Nowhere to Run. J'ai écouté Sudden Death, qui est un genre de Die Hard, mais avec Jean-Claude Van Damme, puis pendant là, les finales de la Coupe Stanley, ça se passe là, dans un aréna, puis c'était la première fois que je le voyais d'un bout à l'autre, là, ce film-là également. J'ai écouté aussi Cœur de Lion. Ça, c'est pas mal tous des films là, quand même là, que Cœur de Lion, là, j'ai vu ce film-là là, une dizaine de fois là, dans mon adolescence. Fait que, en tout cas, je voulais juste retrouver un peu là, l'air là, de comment c'était là, dans le temps là, de
Van Damme. Et plutôt là, sa popularité. Tu sais, dans ce temps-là aussi, on avait d'autres. Là, on avait Steven Seagal, que lui, j'ai pas vu un film du tout là, d'un bout à l'autre avec. Je sais pas, éventuellement, peut-être qu'il va falloir que je me lance au podcast. Peut-être que je lance un genre là, de sondage, là, puis me dire peut-être quel film qu'il faudrait que j'écoute là, de Steven Seagal, puis je le couvrirai au podcast, là, voir qu'est-ce que ça a de l'air. Mais c'est pas un acteur qui comme me fascine en bout de ligne là, je veux dire, j'ai toujours été plus attiré là, par Van Damme en tant que tel là, comme le acteur là, de d'arts martiaux, en tout cas comme vedette d'action, puis Seagal, ça m'a comme jamais touché. Un peu plus tard aussi, on a eu Wesley Snipes qui a embarqué là-dedans. On a eu un peu là, une couple là, qui sont arrivés là, en même temps là, comme dans une petite bourrée, mais c'est ça, pour moi là, c'est Van Damme là, qui m'a accroché. Fait que le film ouvre, là, on a le générique, on voit Hong Kong, on voit comme tous les combattants un peu là, qui, dans le fond, qu'on va voir un peu plus tard dans le film. C'est ça, par-dessus ça, ben, on a la musique là, de Paul Herzog qui va comme nous accompagner pas mal tout au long du film. Honnêtement, là, c'est genre quelque chose que j'avais pas vraiment remarqué. Là, après une écoute, là, j'ai écouté le film là, il y a 5 ans, puis je me suis pas rappuyé sur ce film-là pour vérifier des affaires. Là, c'est comme je l'ai vu, ok, c'est beau, je l'ai checké dans ma liste, puis c'est tout. Mais honnêtement, depuis que j'ai écouté le film, le montage du podcast aujourd'hui a été quelque chose d'un petit peu plus compliqué que la plupart des autres films là, que je fais. En même temps, on a eu 2 sorties cinéma. Depuis la dernière fois que j'ai pu comme un peu prendre mon temps un peu là, pour enregistrer un film. Fait que j'ai vraiment pris mon temps là, pour embarquer là, dans la rétrospective des Van Damme. C'est pour ça que je me suis écouté une couple de films avant pour vraiment embarquer dans le mode. Puis, parce qu'avec la sortie de Black Adam et de Halloween Ends, j'ai eu vraiment le temps là, de prendre mon temps là, pour arriver à Bloodsport. Puis, c'est ça. Fait que, la trame sonore, j'ai eu le temps de l'écouter en masse là, ces dernières semaines. Oui, j'ai écouté beaucoup la trame sonore là, de Halloween Ends, puis j'ai écouté un peu aussi celle-là de Black Adam. Mais celle-là de Bloodsport, elle me touche pas mal aussi. Je l'ai vraiment aimé. Oui, c'est Katen, c'est du 1988, c'est du clavier, tout simplement. Tu sais, le film aussi, ce que j'ai pas parlé là, dans l'introduction, c'est un film qui va avoir beaucoup influencé là, le jeu là, de Mortal Kombat, que, dans le fond que je trouve au podcast aussi, là, toute la franchise de films de Mortal Kombat, mais le jeu là, initial là, de 1992, si je me rappelle bien, va tirer beaucoup là, du film d'aujourd'hui, puis je le vois vraiment là, dans tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Même le côté musical, quand on joue à Mortal Kombat, le premier jeu, ben il y a beaucoup là, d'affaires là, que Dan Toasty Forden, il est clair qu'il s'est servi là, beaucoup là, d'influence là, de la trame sonore là, de Paul Herzog. Dans le fond aussi, il y a une tune thème là, qui va apparaître là, plus tard dans le film, là, I Fight to Survive, qui est chanté là, par Stan Bush, que dans le fond, là, lui, je le connais là, de la chanson de Touch, quand j'ai couvert là, le film là, du film des Transformers de 1986. Si je me trompe pas, mais en tout cas, c'est lui qui chante dans toute cette trame sonore-là. Ben, c'est lui qui chante là, dans le film d'aujourd'hui. C'est correct pour la tune thème. Plus tard, il y a un autre thème, là, un peu plus là, un genre de balade ou tout ça. Là, c'est là où j'ai un petit peu plus de misère avec cette chanson-là. Mais pour la globalité là, de la trame sonore, là, c'est une trame sonore qui m'a vraiment touché. Oui, c'est comme j'ai dit, là, c'est Katen, mais je pense que vous commencez à me connaître pas mal, qu'il y a des affaires là, dans ce style-là, comme la trame sonore de Rocky IV, le côté là, elle est instrumental. Là. La trame sonore aussi est quelque chose, mais aussi même
la musique là, de Vince Nicola dans Rocky IV là, est quelque chose là, que je mets là, sur un piédestal. Là. Fait que c'est ça un peu aussi. Là. Fait que puis c'est vraiment là, on l'a là, en grand là, aujourd'hui. Alors le film là, il commence, on voit Van Damme en train de faire là, des coups de pied renversés là, sur un sac, un petit sac de punching bag là, puis il frappe dessus. Puis là, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, il y a comme un garde qui est à côté de lui, puis dans le fond, qui est en train de le surveiller, ou je sais pas trop quoi. Honnêtement, dans toutes les premières scènes, tu sais, Van Damme va partir de là, il va aller voir son mentor, va croiser sa femme, puis tu sais, je trouve là que surtout au début, ça se corrige un petit peu vers plus tard dans le film, mais peut-être que je commence à être habitué un peu au style, mais c'est vraiment là, il y a le côté là, de la coupure, de l'editing, là, de juste le montage, c'est vraiment là, très monté, là, très je sais pas comment expliquer ça, là, mais tu sais, il y aurait besoin un peu de travail. C'est comme on voit la face à Van Damme, il dit quelque chose, après ça on voit la face au soldat, puis il dit quelque chose, il y a comme pas d'interlacé entre les deux, c'est vraiment juste un c'est comme on a pris la caméra, on l'a mis sur Van Damme, puis après ça ben, on a pris la caméra, on l'a mis sur l'autre, puis on a fait comme un mix des deux, mais on n'a pas comme s'arranger là, pour que qui ont de l'air à interagir. On dirait que les deux interagissent différemment, puis la coupure là, c'est vraiment dur un peu au début à écouter, ça a de l'air vraiment là, c'est dur à embarquer un peu dans les premières scènes, puis c'est sûr que Van Damme, ben là, c'est son premier rôle comme titre, le rôle principal, puis c'est pas le grand des acteurs, c'est tout ça ensemble qui fait que là, au début là, ça vient dur à suivre. Fait que Van Damme il dit bon ben c'est beau, tu sais, le soldat venait le chercher là, pour l'amener au général, genre, puis il dit c'est beau, tu sais, je vais aller prendre une douche avant. Fait que là le soldat il dit c'est beau, tu sais, je vais t'attendre. Tu sais, il attend juste à côté, puis tu sais c'est tout juste s'il était pas dans la douche avec, en train de la garder, être sûr qu'il se lave ou pas là, mais évidemment, tu sais, au moins il est à l'extérieur. Tu sais, j'ai écouté ça, je me suis dit coudonc, il va tout de même pas être en train de la garder, en train de se laver là, mais tu sais c'est correct, il est resté à l'extérieur là, puis tant mieux pour ça. Mais c'est ça, Van Damme, dans le fond, à cause que l'autre était pas à côté, il sort genre par une fenêtre là, pour se sauver. Là, parce que là, c'est ça, tu sais, lui, dans le fond, il va aller voir son ancien mentor, son ancien maître, puis dans le fond, il va rencontrer sa femme, tout ça. Encore là, tu sais, les plans de caméra, là, c'est vraiment. C'est parce que c'est un peu une question là, d'essayer d'embarquer. Puis c'est sûr que le début du film là, fait beaucoup amateur. C'est ça qui est un petit peu dur à embarquer dans le film. Juste pour commencer le film, faut bien comprendre. C'est sûr qu'à la longue, tu sais, on comprend un peu le style qui est marqué. Puis des fois, ben, tu sais, au moins, on a des plans globaux sur les gens. Fait que, tu sais, ils peuvent interagir entre les autres. Mais au début, c'est plus qu'on a comme des plans rapprochés. C'est comme si ça a été filmé par la suite, ou c'est un autre le réalisateur assistant qui a filmé des scènes de plus, quelque chose de même là. Il y a quelque chose qui marche pas là, dans les premières scènes, puis que ça montre que c'est plus amateur. Même le soldat, quand il va retourner, il va aller voir son général, on voit que tous les acteurs qu'on voit au début là, c'est pas vraiment des acteurs nés là. Ils ont vraiment là, comme un script appris, puis là ben, ils essaient de faire une performance là. C'est vraiment là, un fiasco le côté là, de acting là, dans les premières minutes. Fait que Van Damme arrive là, chez son mentor, puis c'est ça, il voit sa femme, puis tout ça, puis là, ben, pour aller rencontrer son mentor. Puis là, on va avoir une scène flashback. Sont genre 3 petits gars, dans le fond, qui veulent aller voler là, chez avant qu'il devienne son mentor, là, Monsieur Tanaka. Que lui, il a comme genre une super belle épée, là, un katana, qu'ils vont comme vouloir comme peut-être voler. Puis, tu sais, dans le fond, j'étais comme. Je me suis dit, bon, ben, Van Damme, là, il ressemble au premier gars qui rentre, mais finalement, c'est un autre qui a vraiment pas de l'air de Van Damme, là. Tu sais, puis en tout cas, encore une fois, là,
tous les acteurs qu'on a choisis, là, ça fait dur à voir à l'écran. Là. C'est vraiment rough, honnêtement. Là. C'est pas que je veux rentrer sur le film, là, mais je trouve qu'au début, là, le côté là, des acteurs là, qu'on a choisi, tous ceux-là qu'on. En plus, peut-être que aussi le réalisateur fait peut-être mal sa job un peu, puis les plans de caméra. C'est sûr que c'est un film qui a failli pas sortir du tout là, au cinéma, mais que finalement, à la dernière minute, là, on l'a envoyé en salle. Mais c'est peut-être qu'au début, là, on aurait dû faire un autre montage, quelque chose de même. On aurait dû peut-être avoir un professionnel un peu là, pour un peu recouper, juste au moins avoir un certain mix puis que ça paraisse mieux. C'est sûr que là, à partir de là, pour une raison X, là, on a le jeune fils de Tanaka, Shingo, qui va arriver puis il va juste donner un coup à Dukes puis il va tomber à terre, tout ça. Ça paraît vraiment là, que on est en train là, de jouer une scène. Il n'y a rien de naturel. C'est comme genre ça frappe, puis après ça, ça prend quasiment un moment de décalage pour faire ouch. C'est comme c'est très là, ça frappe. Là. Mais en tout cas, fait qu'il faut voir que Tanaka, à quelque part, il va quand même prendre éventuellement là, Frank sous son aile. Shingo, il va décéder au travers de ça. On ne sait pas vraiment pourquoi. En tout cas, je n'ai pas vraiment compris de quoi il est décédé, mais là, en bout de ligne, Shingo était là pour représenter là, la famille Tanaka au comité. Puis, en tout cas, finalement, puisque Tanaka n'aura plus d'enfants, Frank va arriver, puis il va se tenir à. Il va voir, dans le fond, là, être redevable là, d'avoir entraîné Dukes. Dans le fond, il voulait voler le katana, mais c'est comme Tanaka, il a dit finalement, t'as un bon homme, pareil, là, de pouvoir le remettre sur place, remettre le katana, tout ça. Fait que, c'est un peu du superflu, honnêtement. C'est juste pour montrer que, il y a une raison d'être là. Je pense que, on voulait essayer de monter le côté japonais, mais clairement, Jean-Claude Van Damme n'est pas japonais. Tout simplement, c'est juste ça qui est ça. Fait que, il fallait trouver un peu comme une raison, pas mythique, mais qu'il y a une raison pourquoi il peut être comme sous un toit là, japonais. Puis c'est un peu la manière qu'on l'a trouvé. Là. Fait qu'il va comme devenir là, le fils de Tanaka, là, juste par pas par métaphore, là, mais juste avec son entraînement, tout ça. Là, il va comme prendre sa place pour honorer là, son garçon décédé. Puis en tout cas c'est correct comme mise en place là, tout ça, c'est comme je dis là, que je n'arrête pas de marteler là, c'est vraiment le côté là, des acteurs là, qui est un peu difficile. L'acteur qui fait Senjo Tanaka, ça c'est quand même pas pire, au moins lui il y a déjà là, c'est pas la première fois là, qu'il est à l'écran. Roy Chow, je crois qu'il a joué là, dans un film avec Bruce Lee. On va en avoir un autre un peu plus tard aussi là, qui va avoir joué avec Bruce Lee. Mais rendu là, c'est sûr que là, si j'amène le nom de Bruce Lee, c'est comme peut-être le plus grand maître d'arts martiaux là, qui a capturé l'écran de pas mal toujours, là, tout simplement. En tout cas, moi, à mes yeux, depuis ce temps-là, on a peut-être eu Chuck Norris qui a déjà partagé l'écran avec Bruce Lee, justement. Puis c'est ça, dans le fond, on était comme un peu là, dans une nouvelle lancée là, qui débutait là, dans les films là, à cette époque-là. Puis peut-être justement avoir des liens avec des films de Bruce Lee, c'est peut-être pas une mauvaise affaire non plus. Là. Mais tu sais, faut s'entendre aussi, là, Bruce Lee n'est pas japonais, il est chinois, mais en tout cas, c'est juste quand même là, pour qu'on ait là, des liens avec des films, des affaires de même, qu'on revient à des films là, d'arts martiaux.
Fait que Frank arrive à Hong Kong. Il va faire la connaissance de Ray Jackson. Tu sais, dans le fond, ils vont jouer un jeu d'arcade ensemble. Là, c'est comme ça qu'ils vont prendre, qu'ils vont faire connaissance. Tu sais, Van Damme, il va gagner. Là, en tout cas, je vais essayer de pas trop souvent intermêler les noms, là, Van Damme ou Dux. Peut-être que je suis aussi bien de dire Van Damme, ça va être plus simple. Van Damme, il va jouer avec Jackson un jeu de genre de karaté, puis Van Damme va le planter bien raide dans le jeu, puis dans le fond Jackson il sera jamais mauvais perdant. C'est ça une affaire un peu qui va être un peu le fun. Je veux dire, l'amitié va savoir créer là, super parfaitement là, tout de suite en partant, puis je trouve que ça va faire un bon duo pendant tout le film là. On a comme ça me fait penser un peu à Terence Hill et Bud Spencer un peu, film, c'est plus des Italiens, là, mais à l'époque, là, c'était comme un duo là, qui était vraiment reconnu. Là, dans le fond, le petit avec la bête avec lui, ça fait penser un peu à ça, mais les deux aussi là, sont capables de ramasser là, une bonne gang là, à eux seuls, mais c'est ce que ça me fait penser, là, ces deux-là ensemble. Là-dedans, il va y avoir Victor Lynn qui va se ramasser, qui vont rencontrer, là, qui va être comme leur guide, tout ça. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que ce personnage-là fait vraiment. Là. C'est comme si eux autres, qui ont quelqu'un d'attitré pour parler pour eux autres, mais en bout de ligne, là, c'est comme les seuls combattants qui ont quelqu'un pour eux autres. Peut-être que tout le monde habite à Hong Kong en tant que tel là, pour se battre, puis eux autres, puisqu'ils viennent de l'extérieur, c'est les seuls qui ont besoin d'un guide. C'est peut-être ça, mais en tout cas, en bout de ligne, là, il se bat pas à rien. Il y a des fois là, qui va arriver un peu plus tard là, pour essayer là, d'excuser le retard là, de Van Damme, tout ça, mais en bout de ligne, là, il sert à peu près absolument rien. Cet homme est censé représenter le clan Tanaka. Tu ne ressembles pas à un Tanaka. Shidoshi Tanaka est mon maître. Où est le problème? Il dit que Senzo Tanaka est son Shidoshi. Et même si c'est Bruce Springsteen son maître, qu'est-ce que ça changerait? Si Senzo Tanaka est son Shidoshi, alors qu'il nous montre le Dimmak. Tu sais ce que c'est, toi, un Dimmak? Sa spécialité. Fait que là, c'est ça, il arrive à l'endroit du tournoi, puis là, Van Damme, il doit démontrer là, le Dimmak, là, dans le fond, là, c'est une genre de technique là, que Tanaka là, il a montré là, dans son entraînement. Tu sais, j'ai sauté un peu là, par-dessus là, l'entraînement au début, là, tu sais, dans le fond, il a fait passer là, plein d'affaires, là, tu sais, comme il l'étirait, puis tout ça, puis tu sais, comme il l'écartelait, puis tout ça, puis en tout cas, il a réussi à son entraînement avec ça, puis tu sais même il y a un bout là, qui va revenir pas mal là, vers la fin aussi là, de pouvoir être en contrôle là, de ses sens, puis tu sais on sait là, que ça va revenir là, plus tard dans le film là, en voyant ces affaires là, mais là c'est ça, tu sais dans le fond là, la passe du Dimmak là, qui est quelque chose là, qui est à peu près impossible à faire là, en tout cas c'est supposément que ça se fait pas, dans le fond là, il va devoir démontrer là, qu'il fait comme qu'il y a eu là, l'entraînement de Tanaka en montrant ça, puis tu sais dans le fond on va lui montrer là, une pile là, de briques, puis il doit casser la brique du fond sans casser les autres, puis en utilisant là, cette technique là, tu sais c'est comme un petit côté magique là, qu'on place là, dans le film là, puis c'est correct en tant que tel, tu sais le ton du film là, il est très léger là, tu sais il y a des bouts où ça va virer un petit peu plus sombre, mais tu sais pour la générale là, tu sais juste des petites affaires de même là, c'est un petit peu tu sais c'est ridicule, là, puis ça fait comme, tu sais, bon, c'est beau, ça se peut pas tout à fait, mais tu sais, on est quand même capable de l'accepter parce que le ton n'est pas, on se sent pas vraiment dans un monde réel, c'est comme tout un peu, là, tout léger, c'est pas, on se prend pas trop au sérieux, puis on le sent dans toutes ces affaires-là que il y a quand même une légèreté, puis ça fait que toutes les affaires, que même si ça se tient pas tout à fait, ça passe quand même.
C'est là aussi que on rencontre là, dans le fond ce qui va être l'adversaire principal. Je vois il s'appelle Chong Li, mais je vais l'appeler Bolo Young, qui est le nom de l'acteur, que justement lui aussi a joué là, dans un autre film avec Bruce Lee, qui était le dernier film complété, là, Opération Dragon ou Enter the Dragon, qui, comme j'ai dit, complété, parce qu'il y a un autre film là, que Bruce Lee avait commencé à travailler dessus, là, à part là, ce film-là. Mais en tout cas, je suis pas là pour parler de Bruce Lee. Mais tu sais, il va avoir quand même un clin d'œil à justement le film là, de Enter the Dragon, où ce que Van Damme, lui, il va casser les briques. Mais tu sais, Bruce Lee, dans le film là, de Enter the Dragon, il y a quelqu'un qui va casser du bois, puis il va répondre pas mal la même affaire là, que Bruce Lee a fait à l'époque. Là. Il va dire que la brique, ça rend pas des coups, là, tout simplement. Là. Fait que on va juste répéter la même affaire, mais ça va être Monsieur Young qui va le dire cette fois-là, juste en rendant hommage à Bruce Lee. Monsieur Bolo Young, il va revenir plus tard là, dans la carrière à Van Damme comme adversaire principal là, dans les films là, de Double Impact. Puis, en tant que tel, là, c'est un acteur qui est souvent vu comme le méchant dans un film, mais honnêtement, je l'ai déjà vu là, dans d'autres films là, qui était vraiment là, un bon gars. C'était le bon, tout simplement, dans l'histoire. Toute cette histoire-là de Van Damme, tout ça, a apporté beaucoup de films, là, beaucoup de films qui sont sortis directement là, en VHS à l'époque, puis des films de combat, là, d'arts martiaux, puis il y en a eu beaucoup de films là, de Bolo Young, puis j'en ai vu beaucoup à l'époque. C'est pour ça que j'ai un peu de la misère là, à commencer à mettre un nom sur Bolo Young, qui s'appelle Chong Li, mais en tout cas, dans ma tête, là, c'est Bolo Young qui est là aujourd'hui, qui, tant qu'à moi, a une présence d'écran que, je sens la menace en lui. Puis honnêtement, je pense qu'il est un meilleur combattant que Van Damme. Je ne vais rien enlever à Van Damme, mais honnêtement, je pense que Bolo Young est vraiment un très bon combattant. Il y a de la technique, tout ça. En tout cas, la manière qu'il combat, en tout cas, moi, à mes yeux, Bolo Young, là, il est vraiment là, top-notch comme combattant. Mais, en tout cas, j'ai pas encore embarqué sur Van Damme, là, mais tout ça pour quand même différencier les deux. Peut-être que Van Damme va être plus photogénique dans son combat. C'est peut-être un peu la différence aussi avec Van Damme. Quand on arrive à l'introduction là, de Janice, qu'elle veut juste avoir un reportage là, sur le comité, là, dans le fond, que le comité, c'est quelque chose là, de clandestin, puis que, dans le fond, on veut pas dire c'est où, puis, fait qu'elle, elle essaie de s'informer un peu partout. Puis là, ben, il y a une couple de gars alentour là, qui essaient là, de juste un peu là, carrément là, l'intimider, puis là, ben, c'est ça, bien sûr, Van Damme, le bon gars, avec Jackson, essaie là, d'intervenir. Puis là, ben, tu sais, il y a une scène, c'est pas très clair, mais d'après ce que je peux comprendre, là, je l'ai regardé une couple de fois pour essayer de comprendre. C'est, il va dire, là, si mettons, là, il va y aller intelligemment, là, au lieu de chercher la bagarre, ben, il va lui dire, je vais te donner une scène, puis le temps que tu fermes ta main, ben, je vais avoir le temps de la ramasser. Fait que, tu sais, il va utiliser là, comme son savoir, quelque part, là, de comment il est rapide. D'après ce que je peux comprendre, il va échanger la scène, en quelque part, c'est juste, il va avoir mis une scène dans sa main, puis Van Damme va être tellement rapide qu'il va avoir le temps d'échanger la scène, puis il va mettre une autre scène. C'est encore plus rapide que ce que l'autre peut penser en tant que tel. L'autre, il pense qu'il y a encore la scène dans la main, mais c'est une autre scène. En tout cas, il n'y a pas la même couleur. En tout cas, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est ça. Sinon, ben, j'ai vraiment pas compris la scène, tout simplement. Dans le fond, cette scène-là, ben, c'est ça. Si, mettons, on réussit à prendre la scène, ben, c'est que les gars vont lâcher Janice, puis que Van Damme va pouvoir juste partir avec Janice.
Là, là-dedans, ben, on voit où ça va s'en aller. On sait bien là, qu'éventuellement, là, ça, c'est comme l'histoire d'amour là, dans tout le film. C'est juste un peu pour rajouter un peu à l'histoire. C'est bienvenu un peu, mais ça change absolument rien là, dans toute l'histoire. Ça fait juste un peu aider là, à l'histoire puis rajouter un petit peu plus de personnages. Ce qui est quand même le fun un peu. Là, ça rajoute un petit peu là, de légèreté. Peut-être pour ceux-là qui aiment un peu plus tard, ils vont coucher ensemble puis on va voir pas mal Van Damme avec pas grand-chose sur le corps. Fait que, en tout cas, pour ceux-là que ça les intéresse, ben ils peuvent un peu là, se rincer l'œil. Mais tu sais, en plus, peut-être, je sais pas si c'est un bonus qu'on peut dire, elle sera jamais comme la demoiselle en détresse, là, il y aura jamais de bout où il va devoir aller la sauver, des affaires de même, là, elle fait juste être là, tout simplement, puis c'est juste ça, là, c'est rien de plus. Alors rappelez-vous, c'est du full contact. Il y a 3 façons de gagner. Soit vous mettez l'adversaire KO, soit il abandonne et doit crier « maté », ça veut dire « j'abandonne », soit vous arrivez à l'éjecter de l'aire de combat. C'est du gâteau, ça. C'est à cause de ça que ça s'appelle Bloodsport. Fait qu'on est à 35 minutes du film, puis pas mal le tournoi commence. On va nous sortir les règles du comité là, en bout de ligne. C'est une arène, puis le monde, soit ils sortent, s'ils sont sortis là, de l'arène, ben, sont finis. Ou sinon, ben ils sont, s'ils sont Mikao, ben sont sortis aussi. Là, je vais pas commencer là, à arriver là, puis tout parler de tous les combats un à un. Là, ça va juste être interminable en tant que tel. Puis on a beaucoup là, qui s'enchaînent. Je vais y arriver juste pas mal. Là, on va voir toutes sortes de styles. Je trouve ça que c'est quand même intéressant. C'est quelque chose que j'étudiais beaucoup plus là, quand j'étais là, dans mon adolescence, que je faisais un peu d'arts martiaux. J'étudiais ça un petit peu plus, je regardais ça. C'est sûr que là, ça fait 20-25 ans de ça, je regarde ça un petit peu moins, je regarde ça un petit peu plus global. Je suis un petit peu plus détaché de ça. Ce qu'il faut plus comprendre là, dans le premier jour, là, c'est qu'il y a des combats, puis que c'est fait quand même. Ce sont quand même assez brefs. C'est vraiment c'est ça un peu que je vais un peu reprocher au combat. Oui, il y a des styles, je trouve ça toujours le fun à voir. Mais en bout de ligne, là, c'est plus un peu pour avancer l'histoire pareil. On sait c'est qui va gagner un peu en bout de ligne. On voit qu'elles sont un peu spéciales, ben, c'est là qu'ils vont gagner. Puis quand ils sont juste un peu là, des combattants là, en guillemets standard, tout simplement, ben, ils vont plus se faire ramasser. Puis c'est plus ça un peu là, pour placer un peu les personnages. Puis là, ben, c'est là aussi que dans tous ces moments-là aussi qu'on va voir comment que brutal que Bolo Young, comment qu'il est brutal, que on sait que lui au dernier tour d'Ouest, c'était lui qui avait gagné, puis il avait battu un record là, du plus rapide combat. Puis Van Damme, ben, lui, il va battre ce record-là tout de suite en partant. Fait que on crée tout de suite une dualité là, entre les deux personnages, que dans le fond, que Van Damme a brisé le record de l'autre. Fait que là, il va l'avoir à l'œil. Mais ça va très à la formule, là, dans le fond, là, pour que nos personnages là, ils rétrécissent, mais en bout de ligne, tous les personnages qu'on connaît pas, ben, c'est ceux-là qui se vont éliminer. C'est vraiment comme pour avancer l'histoire. Fait que on va voir ça va jusqu'à la fin du film là, ça va être rendu pas mal des combats mur à mur. Il va y avoir plus genre de coupures avec les officiers là, qui sont à la poursuite là, de Van Damme que j'ai pas vraiment encore parlé là, à date là. On a l'officier Helmer et l'officier Rollins qui sont dépeints là, par Norman Burton et Forrest Whitaker. Je les appelais quasiment les Dupont et Dupont en bout de ligne. Là, ils courent après Van Damme un peu partout. Là, au début, là, quand ils le trouvent, ils vont le trouver à l'hôtel. Puis Van Damme va se sauver. Il va y avoir une couple de poursuites là, dans les rues de Hong Kong. Un petit peu pour agrandir l'univers, pour être sûr qu'on voit qu'il y a quand même pas juste là, des endroits clos. C'est quelque chose qui peut
va être apprécié. En regardant le budget du film, ben, ils ont quand même un peu filmé en dehors, puis pas juste sur des sets. Fait que c'est quelque chose qui agrandit le film, puis qu'il fait paraître le film quand même là, avec un budget moyen. C'est une technique qui est quand même facile à apporter. J'ai déjà parlé là, du film là, qui est sorti, qui va sortir comme l'année après ce film-là, là, de Vendredi 13-8, qu'on filme à New York, mais on va juste là, dans des petites rues tout le long pour sauver sur le budget parce qu'on n'a pas d'argent pour filmer. Puis on a pris genre juste une soirée pour filmer là, dans le Times Square, puis que dans le fond qu'il y a du monde, puis fait que c'est là où ça paraît qu'il y a quand même du budget pour le film. C'est un peu la même affaire là, dans la scène aujourd'hui. Là, dans ces petites scènes-là, ça fait juste comme un peu agrandir pour montrer que on a un peu de budget pareil, puis on n'est pas juste limité là, avec nos 5 acteurs à l'écran. Mais tu sais, c'est un peu là, quelque chose qu'on sait que ça va virer en rond tout le temps. Quelque part, il va se sauver, puis eux autres vont essayer là, de le rattraper. C'est juste un peu pour rajouter des choses en dehors du film. Mais on sait bien qu'à quelque part, ils vont jamais réussir à l'attraper. Il y a juste une scène vers la fin, puis il est assez étrange là, qu'il y a Van Damme qui va arriver là, au bout d'un corridor. Puis on l'a vu, ce corridor-là, à peu près 14 fois là, dans tout le film. Van Damme va marcher, puis là, c'est comme il va y avoir des combattants qui vont apparaître, là, plus il va avancer dans le corridor, puis les officiers vont être au bout du corridor. C'est quand même une étrange mise en scène. Je peux pas dire que j'aime pas la scène, par contre, juste comme un peu l'idée. Van Damme avance, mais il est en train là, d'arrêter toutes les personnes qui essaient de l'arrêter en chemin. Puis il le fout une raclée, là, puis évidemment, il va prendre entente avec les officiers là, que après la fin là, du comité, il va se rendre, mais sinon, il va se sauver. Là. Fait que il prend entente là-dessus. Fait que dans le tournoi, c'est ça. On amincit là, tous les combattants un à un. Puis là, c'est ça. On se ramasse avec Chong Li qui doit se battre contre Jackson. Fait que Chong Li, on l'a vu, c'était pas trop clair. Est-ce qu'il a tué quelqu'un, son premier adversaire, l'a tué ou l'a vraiment juste mis knock-out? C'est pas très clair parce que on nous dit qu'il a tué une personne au dernier tournoi, puis là, le premier, il l'envoie à terre, mais c'est comme il y en a un qu'on voit. Qui le tue vraiment à la fin, je pense que c'est le dernier. Vraiment, il est mort. Ça, c'est certain qu'il est mort, mais est-ce qu'il a tué chaque combattant? C'est sûr qu'on voit qu'il est très brutal dans sa manière de se battre. Là, la question, c'est est-ce qu'il va tuer Jackson? Est-ce qu'on va aller là, dans ce chemin-là? Finalement, il va juste comme vraiment juste le maganer, mais il va pas le tuer. Dans le fond, c'est peut-être que ça virait un peu trop sombre, là, peut-être de tuer le personnage. C'est ça que je dis, le film, il est quand même assez léger. Fait que, on n'a pas besoin de montrer ça. C'est juste un peu la formule, à quelque part, là, montrer que le méchant, il est plus qu'un méchant, parce que là, lui, ça ne dérange pas de tuer quelqu'un. Mais c'est comme c'est clandestin à quelque part, mais je comprends que tu peux te battre puis peut avoir une mort accidentelle, mais c'est comme que là à quelque part que c'est pas c'est une il va le tuer là de plein gré là, c'est pas en défense là, en autodéfense, fait que c'est pourquoi qu'on l'arrête pas par la suite. Ça reste que c'est un film aussi là, on se pose pas plus de questions que ça, mais à quelque part là, la police aurait dû rentrer là-dedans là, depuis longtemps là. Fait que si Van Damme c'est pas son fort le côté là, d'acteur, où est-ce qu'il y a du talent, c'est vraiment sa présence d'écran. Puis même 15 combats, dans tous les combats qu'on le voit, là, je veux dire, il y a des bonnes chorégraphies. C'est pas lui qui fait les chorégraphies, là, d'après ce que je peux comprendre, mais c'est tout le montage là, des combats. Puis la manière qu'il est filmé, c'est ça qu'il y a peut-être un peu le dessus sur Bolo Young en tant que tel.
final, puis là, tu sais, le combat final, c'est sûr qu'il est très, c'est très la formule là, quelque part. On a Van Damme qui prend le dessus, puis après ça, ben c'est l'autre qui lance un coup de traite, puis Bolo, il va y lancer là, il s'est gardé une genre de pastille de poudre là, dans le fond sur lui, puis il va y garocher au visage, puis là ça va revenir l'entraînement du début, qu'il est capable d'utiliser ses sens, puis puis tu sais dans le fond il va être capable d'arriver à bout là, de Bolo là, finalement, mais tu sais c'est peut-être un peu trop facile je trouve au début, parce que Van Damme va prendre le dessus là, assez rapidement sur Bolo, puis Bolo c'est ça, il va falloir qu'il utilise un coup de traite. Je comprends l'idée, mais à quelque part, on a montré que Bolo, il est quand même assez solide. Il est brutal, mais il est solide aussi. C'est un bon combattant. Puis que là, je veux dire, il se fait ramasser super facilement. Puis, il aurait dû être quand même assez de taille sur Van Damme. Puis après ça, ben, en plus de ça, quand Van Damme, il commence à avoir un peu le dessus, ben, qu'il lance quelque chose en plus, un coup de traite, pour rajouter par-dessus, pour que Van Damme ait de la misère à monter, prendre le dessus sur Bolo. Mais c'est ça. Fait que ça reste que le dernier combat est le combat le plus complet. Les autres sont un petit peu trop expéditifs pour je veux dire, ça avance l'histoire, mais c'est tout. Mais pour arriver là, au combat ultime, qui est quand même pas une mauvaise affaire à la fin. Là, c'est un combat qui est assez solide pour la générale. C'est sûr qu'avec la musique en plus qui embarque là-dedans, ben c'est quand même là, ça rajoute quand même là, un petit peu. C'est comme des fois la musique elle fit pas tout à fait, mais en tout cas c'est pour le combat de la fin là, je trouve que c'est comme des moments là, marquants. Alors, en conclusion, j'ai l'impression que j'ai quasiment pas parlé ben du film, mais c'est ça l'affaire du film, c'est que c'est un film qui est, ils veulent amener là, vraiment là, au combat assez rapidement, mais il y a quand même un peu là, de choses aussi qui fait que c'est pas juste un film de combat. Il y a quand même un peu d'histoire au travers de ça. C'est sûr que c'est mené par Van Damme, qui n'est pas là, le grand acteur du siècle, mais il y a du fun aujourd'hui. La trame sonore, ce que j'aime bien l'entendre aussi. Ce qui passe dans mes oreilles, j'aime bien entendre. Ce que je vois dans mes yeux, ça marche en tant que tel. C'est pas du grand art, faut s'entendre. Les chorégraphies de combat sont bien respectables. Je peux pas rien dire contre en tant que tel. Dans les années qui vont suivre, on va avoir des meilleures chorégraphies de combat. Même Van Damme va avoir là, pas mal plus des meilleurs combats dans les films qu'il va faire dans les futurs, mais en même temps, ben pour qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, c'est je vais le casser plus dans un film de catégorie B, là, un film B, là. Mais il va bien le faire en tant que tel. Pour qu'est-ce qu'il est, c'est un film là, qui je veux dire, qui mérite un verre. Bon, là, si maintenant on écoute ma rétrospective, quand j'ai couvert le film là, de Cyborg qui a fait là, l'année suivante, je pense que je lui ai donné un jaune, si je me trompe pas. Pour moi, quand même, je vais préférer écouter Cyborg encore plusieurs fois avant de réécouter Bloodsport, mais l'écoute là, que j'ai fait pour aujourd'hui m'a rouvert les yeux un peu sur ce film-là, que dans le fond, là, c'est un genre de classique oublié. Puis c'est sûr que je l'aurais pas mis de côté. Que comparativement à quand je l'ai mis de côté il y a 5 ans, je pensais pas vraiment retoucher ce film-là avant encore un bon bout, puis j'étais pas sûr si j'allais vraiment le réécouter. Il avait plus été coché là, la boîte là, de films à voir, mais là c'est quelque chose là, que j'ai hâte de, pas hâte là, parce que je viens de l'écouter, mais que je me vois revisiter là, dans une couple d'années là, dire j'ai envie d'écouter un film avec Van Damme, puis c'est possible que lui va embarquer dans mon lecteur.
En 1996, on a eu la suite, en tout cas la suite. Dans le fond, la canon a fermé, peut-être un peu comme parce qu'il n'y a pas vraiment là, d'informations que j'ai eues là, pourquoi que ce film-là a été fait, mais un peu comme j'imagine comme Cyborg, justement qu'il a été ramassé par une autre compagnie, puis que dans le fond qu'on a à peu près rien, qui a aucun de lien avec le premier film. Ben c'est un peu qu'est-ce qu'on a là avec le film là, de Bloodsport 2. On va garder le comité, puis c'est pas mal ça qu'on va garder là, en lien avec le premier film, mais on continuera pas l'histoire là, de Frank Dux ou Dukes. On va partir avec le personnage là, de Alex Cardo, qui est interprété par Daniel Bernard, que lui c'est son premier film. Dans le fond, j'ai parlé souvent là, de Daniel Bernard au podcast, étrangement là, je sais pas pourquoi, c'est comme il est tombé souvent là, sur les films que j'ai couverts, puis tu sais dans le fond pour peut-être revenir à Mortal Kombat justement, il y a eu la série télé de Mortal Kombat, là, Mortal Kombat Conquest, qui est sorti quelque chose comme en 1997-98, qui mettait en vedette Monsieur Bernard. C'est là que je l'ai vu pour la première fois, mais qu'en même temps ça fait comme un peu là, vraiment là, les 360 là, de Bloodsport puis de Mortal Kombat, que en bout de ligne Mortal Kombat, j'ai parlé là, de la musique tantôt, mais pour continuer sur les parallèles avec Bloodsport et Mortal Kombat et même Jean-Claude Van Damme, ben la conception initiale de Mortal Kombat, c'était d'avoir un Bloodsport à l'écran, un jeu de Bloodsport, d'avoir même Jean-Claude Van Damme interpréter un des personnages qui est devenu finalement là, le personnage de Johnny Cage dans Mortal Kombat. Fait que tout revient un peu ensemble, tout s'intermêle, tout ça. Puis c'est ça, ben là on a le personnage qui dans le fond de Bloodsport 2 qu'on a apporté dans Mortal Kombat, ou l'acteur plutôt. C'est comme un petit peu là, tout drôle là, de voir tout ça, comment il y a des parallèles qui se font en même temps. Là, avec Daniel Bernard, ce qu'on a comme... honnêtement, c'est son premier rôle à vie en tant que tel sur MDB. On voit absolument rien là, avant. C'est un gars qui a grandi avec le karaté, puis il a même eu son école de karaté, puis que éventuellement, ben, c'est ça, ça l'a amené là, au cinéma. Puis ce qui va être plate avec lui, c'est que tout de suite, on va pouvoir le comparer à Van Damme, puis c'est clair qu'on a essayé de trouver un clone à Van Damme. Il y a de l'air de Van Damme, il y a la coupe de cheveux de Van Damme, puis il y a en même temps, ben, il y a un accent qui n'est pas américain. Puis, il casse son anglais comme tout. Fait que, c'est vraiment comme un clone de Van Damme qui va être peut-être un peu difficile un peu à le différencier de Van Damme. Moi, personnellement, ben, c'est ça. Je l'ai vu dans plusieurs films là, qu'on a couvert au podcast, dont les John Wick. Il est apparu là, dans La Matrice. Il a joué dans le film là, de Harley Quinn. Il a fait quasiment un caméo dans celui-là. Mais ça fait plusieurs films là, que je couvre. Puis, comme j'ai dit, là, dans Mortal Kombat Conquest, que j'ai vu quasiment au complet, il faisait un des personnages principaux. Fait que, moi, je suis capable de voir un peu la différence. Mais je comprends que quelqu'un qui est un fan de Bloodsport en 1996 et qu'on apporte le film qui sort pas directement en VHS, mais qu'il y a une petite sortie au cinéma, mais qu'il y a un acteur qui est carrément un clone de Van Damme, ben je comprends que il va arriver, il va dire il va tout de suite arriver là, puis il va regarder ça de haut, puis il va dire c'est une copie inférieure. Le film, effectivement, il est une copie inférieure. Le personnage d'Alex Cardo, c'est un voleur que finalement, il va se ramasser en prison et que finalement, il va chercher une rédemption parce que là, il y a en prison, il y a quelqu'un qui va le prendre sous son aile et que finalement, il va lui montrer un peu plus les bonnes valeurs de la vie. Il va lui montrer comment se battre, puis utiliser là, une genre de technique là, qui s'appelle la main de fer, quelque chose de même.
C'est sûr que la première demi-heure est pas mal un montage. Là, on a toute l'histoire un peu là, d'Alex Cardo. Puis en bout de ligne, c'est ça. Il avait volé là, le katana qui est utilisé pour le comité. Puis après ça, il va devoir il va comprendre c'est quoi le comité. Puis après ça, il va essayer là, d'avoir comme sa rédemption au travers de ça. Puis c'est ça en bout de ligne. Il y a son maître là-dedans qui est interprété là, par James Hong. Qui va y montrer là, toutes les techniques, comment se battre. Puis dans le fond, comme un peu comme dans le premier film, là, comme un peu là, pour l'honorer, là, il va aller leur chercher là, le katana. Puis là, il va avoir une mise en scène là, pour aller trouver là, les autres voleurs là, qui l'ont comme qui ont trahi là, Alex Cardo plus tôt dans le film, puis que lui s'est fait emprisonner. Puis là, en tout cas, il y a tout ça un petit peu qui se passe un peu en parallèle, mais c'est pas très très important dans l'histoire. Pas mal une demi-heure du film, c'est pas mal le tournoi qui commence, puis c'est pas mal ça là, jusqu'à la fin du film. L'adversaire principal, Philippe Tan, que lui, il va que lui aussi va faire les chorégraphies des combats. Les combats en général vont être un peu de même calibre que dans le premier film. Pas vraiment là, de combat extraordinaire, tout simplement. Là, c'est juste vraiment là, des bons combats. Je dirais que même Daniel Bernard, par contre, c'est plate qu'il y a l'ombre de Van Damme qui va plomber sur lui, parce qu'en tant que tel, c'est un très bon combattant, puis il a un bon style, puis on le voit quand même là, qu'il pourrait être quelque chose. Le problème, c'est que c'est juste vraiment un clone de Van Damme. On veut qu'il soit Van Damme, on veut montrer qu'on a Van Damme à l'écran. On veut pas montrer qu'on a quelqu'un de différent. C'est très clair là, dans le film. Quelque chose qui va probablement avoir terni là, toute la réputation là, de M. Bernard toute sa vie, à quelque part, que il va partir comme le clone de Van Damme, puis quand tu pars comme un clone, t'es pas mal une pâle copie. Mais honnêtement, je me suis quand même amusé à écouter le film. Honnêtement, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Il est classé 4.8 là, sur IMDb. Puis, je veux dire, honnêtement, je comprends que c'est pas le classique là, de 1988. Je veux dire, ce qui est arrivé avant là, par défaut, tout simplement. Mais je me verrais des fois arriver, là, peut-être pas nécessairement écouter le 1 et le 2, juste arriver, puis peut-être juste écouter le 2. Pour le plaisir de l'écouter. C'est vraiment pas un mauvais film. Là. Je suis capable de l'endosser là, sans problème. Je vais lui donner un verre. Là. Mais encore une fois, c'est pas du grand art. Puis il faut savoir qu'est-ce qu'on écoute. C'est pour si mettons on veut écouter quelque chose là, qui est bien bien profond, puis qu'il y a des messages, puis des thématiques, c'est aussi vide que le premier film. Il n'y a rien de plus. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre quand même. Il y a un genre là, de baromètre quelque part là, pour la manière là, de classer les films. Puis celui-là, il faut savoir là, qu'est-ce qu'on classe aussi. Là. Mais si on enlève le fait là, qu'on a un clone de Van Damme, puis on le regarde pareil, tout est le repose sur les épaules là, de Daniel Bernard là, dans le film. Puis honnêtement, là, je vois aucune raison là, que le film là, ne se tient pas. Là. Alors, j'imagine au succès là, du deuxième film, on s'est dépêché à faire tout de suite une suite au film là, de 96, faire Bloodsport 3. On va ramener Daniel Bernard là, dans le même personnage, mais sauf que le film, il va être un petit peu plus, on va peut-être forcer un petit peu plus là, du n'importe quoi. Je dirais qu'en tant que tel, ça ne me dérange pas, mais quand on commence à voir là, des personnages là, qui courent après des personnages pour des raisons qui a absolument aucune raison vraiment valable, qui a du sens, ça me dérange un peu. Quand surtout, dans le fond, on va courir après le personnage là, de Daniel Bernard pour qui fasse partie là, du comité, qu'il est organisé par le personnage là, interprété par John Rhys Davies. Pour placer John Rhys Davies, c'est le personnage, c'est l'acteur qui a fait Gimli là, dans le Seigneur des Anneaux.
puis qui a joué aussi là, dans le premier film là, d'Indiana Jones, puis apparu dans un des James Bond, là, dans Tuer n'est pas joué. Est-ce que c'est un acteur qui apparaît un peu partout? Là? C'est pas le grand des grands acteurs, mais c'est un acteur qui est le fun à voir à l'écran, mais son personnage est de la totale boue. Honnêtement, là, je déteste un peu, puis je suis un petit peu tanné de le voir à l'écran chaque fois qu'il arrive, parce que ses intentions sont comme c'est juste parce que c'est un méchant en tant que tel qui veut avoir Daniel Bernard qui combat pour lui au comité. Mais là, quand Daniel Bernard il veut pas, ben là, il engage quelqu'un pour être contre Daniel Bernard puis essayer de tuer Daniel Bernard. C'est un petit peu n'importe quoi. C'est un petit peu plus sombre. C'est là que j'ai un petit peu plus de problèmes avec le film, puis que là, qu'on a des combats qui apparaissent un peu de nulle part. Là, on va tuer le personnage là, qui était interprété là, par James Hong, qui était le mentor à Daniel Bernard dans le deuxième film. Mais il va avoir le temps de faire un caméo. Puis on va avoir aussi là, Pat Morita qui va faire un caméo aussi. Il y avait été une petite partie dans le deuxième film aussi, là, que Pat Morita, qui est Monsieur Miyagi lui-même, là, dans le fond, là, qui a un petit rôle, mais beaucoup plus petit. C'est dans le fond, c'est une des seules fois où on a des personnages là, qui, à part Daniel Bernard, là, des personnages là, qui sont là, dans plus d'un film. Dans le dernier film, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le personnage là, de Ray Jackson, il revenait là, de faire une bonne partie là, de l'histoire là, dans le deuxième film. Fait que ça l'aidait à passer aussi. Ça faisait un petit peu une continuité quand même là, en fait d'histoire, mais c'est sans plus. Il y avait comme un peu une suite avec son personnage, mais en tout cas, ça rajoute quelque chose, mais c'est pas vraiment là, la raison à écouter là, le deuxième film. Mais c'est ça. C'est un gros problème là, dans le troisième film, c'est que c'est le même réalisateur que le deuxième film, mais il essaie de faire quelque chose de différent. Ça, je peux le comprendre, mais c'est comme ça, on vire un petit peu plus sombre un peu, puis le fun qu'il y a eu dans les deux premiers films, ben, n'est plus là. C'est quelque chose qui pèse beaucoup là, avant là, le combat, là, aussitôt que le comité là, il commence. Puis, tu sais, même éventuellement, là, Daniel Bernard, il va être entraîné par le frère de son mentor, là, que, tu sais, dans le fond, il va donner un autre entraînement, là, puis, tu sais, ça va être un peu farfelu, les choses, là, où tu sais, il va pouvoir partir du feu, là, juste avec la technique de la main de fer, là, qui a appris, là, dans l'autre film, là, tout ça. Puis, tu sais, c'est un peu, tout un peu n'importe quoi. Des choses, quand même, le pire, c'est que je peux laisser ça aller. Ça, c'est pas des choses qui me dérangent, parce que c'est des choses que, tu sais, on a passé un peu, là, de surnaturel, là. On a déjà vu ça là, dans cette franchise-là. Mais tu sais, le côté qu'on vire un peu trop sombre, là, un peu, là, c'est ça que j'aime moins un peu là, dans le troisième film. Puis, tu sais, là, j'écoutais le film, puis, tu sais, toute la première heure, là, je me suis dit, ça va-tu bien terminer? T'sais, on va-tu se ramasser à la fin, de voir un peu qu'est-ce que les combats ont de l'air? C'est ça, un peu, le but là, de Bloodsport, c'est de voir les combats. Puis, c'est ça qu'en bout de ligne, là, ce qu'on est qui aide beaucoup là, à ce que le film là, soit tu sais, au pire, aujourd'hui, je me suis dit, ça va être juste endurable sur Bloodsport 3. Mais quand on arrive à tous les combats à la fin, je suis là comme, ben là, ça n'a pas de maudit bon sens. J'ai comme la misère à passer au travers là, de la première moitié, puis ben, la première heure, puis là, dans la deuxième moitié, je suis là, tout bien captivé de tous les combats que je vois. Je me dis, il y a quelque chose de phénoménal qui se passe à l'écran. Puis tous les combats, ils ont quelque chose vraiment là, sont uniques, des choses qu'on voit pas souvent, que c'est pas cliché. Tu sais, il y a quelqu'un qui est comme en train là, de narguer un peu Daniel Bernard, puis que là tu te dis bon ben c'est lui qui va devoir se combattre contre lui éventuellement. Mais ce gars-là, il se fait, tu sais, il commence à lancer des coups à son adversaire, puis il se fait ramasser, mais tu sais, il se relève, puis finalement, ben, tu sais, il fait des coups de traite, tu sais, genre, il sort un fouet, tout ça, pour se battre contre son adversaire. Puis l'adversaire, ben, il continue quand même à le planter. Fait que, tu sais, il y a un bout où tu te dis, bon, ben, finalement, il va utiliser son fouet, puis tu sais, il va l'avoir eu d'une manière traite. On sait que c'est un traite, puis éventuellement, Daniel Bernard va
devoir se battre contre un fouet dans le film à quelque part, puis faire un combat où peut-être pas un fouet, mais qu'il va y avoir une autre affaire traite là, que Daniel Bernard va devoir surmonter. Mais non, c'est juste pour créer que son adversaire est super fort. Mais c'est tout un peu des dynamiques qui font que c'était beaucoup intéressant. C'est comme je suis parti, comme je pourrais pas endosser ce film-là. Puis arrivé à la fin, je peux pas endosser un film à cause de la dernière demi-heure, sauf que je pourrais dire, si maintenant vous voulez garder quelque chose au moins de Bloodsport 3, écoutez la dernière demi-heure, écoutez Bloodsport 2, puis écoutez la dernière demi-heure. C'est tout ce que je peux arriver à dire. J'ai été vraiment comme saisi de la finale là, du troisième film, puis j'étais là comme en train de me dire, je peux tout de même pas dire que c'est le film avec la meilleure chorégraphie qu'on a eu Van Damme là, au premier film. Je me dis, ça se peut pas, je peux pas dire ça n'a pas de sens, je peux pas dire ça au podcast. Mais c'est ça, fait que là je me suis dit, c'est qui fait les combats, que dans le fond, qui fait la chorégraphie là, de Bloodsport 3. Fait que là je fouille dans le générique de fin, puis je tombe sur Chad Stahelski, que c'est lui qui s'occupe des chorégraphies. Ben là je me dis, ben oui, Chad Stahelski, peut-être que pour vous ça peut-être que vous ça sonne pas de cloche là, peut-être. C'est lui qui est le réalisateur des John Wick. Fait que en tout cas ce que j'ai parlé au podcast, John Wick, les chorégraphies là-dedans sont phénoménales. Puis ça paraissait tout à l'écran. J'avais aucune idée que c'était Chad Stahelski qui était en arrière de ça. Puis d'après moi, je sais pas si c'est ses premières œuvres, mais en tout cas, ce qu'on voit à l'écran, je veux pas dire que ça sauve le film parce que le film est long à passer au travers, mais pour la fin, je l'endosse grandement en tant que tel. Là, c'est quelque chose qui vaut la peine, mais le film là, est vraiment là, décousu. Puis, oui, il y a quelques bons combats au travers du film. Les combats, c'est sûr qu'il y a des combats, sont bien faits, tout ça. C'est juste que qu'est-ce qui se passe entre les combats, c'est comme tu veux pas voir ça. Fait que ça me laisse sur une note de dans le fond, je peux pas endosser le film, j'ai pas le choix d'y donner un rouge, mais j'endosse fortement la dernière demi-heure. C'est très contradictoire, mais c'est ça. Tout simplement, là, pour le podcast, je vais y mettre un rouge, mais je vous suggère fortement, si vous n'êtes pas être décidé à voir entre le 2 et le 3, je vous dirais, écoutez la dernière demi-heure du troisième film, tout simplement. Là. C'est quelque chose que j'endosse pas, mais puis j'ai endossé le deuxième film, mais écoutez la fin du 3. Alors, en 1999, Daniel Bernard, il y avait 2-3 films solo qui sont sortis, là, solo, je veux dire, dans le fond, là, pas rattachés à une franchise, qui ont sorti, là, c'est pas des films là, qui sont bien cotés, là, des films que j'ai vraiment pas vus, là, en tant que tel, là, des films que je regarde juste le nom, là, puis ça a l'air d'être juste des copies des films qui capitalisent là, sur le nom, là, genre Perfect Target, qui fait pas mal Hard Target, là, avec Van Damme. True Vengeance qui fait peut-être True Lies pas mal, tu sais, c'est en tout cas, fait que on a 3 films qui est sorti, puis tu sais on a la série télé là, de Mortal Kombat là, qui est sortie en 98. Fait que tu sais peut-être qu'on avait un peu une renommée là, pour Monsieur Bernard là, en tout cas je veux dire on n'a pas on s'entend qu'on n'a pas un acteur là, connu international là, à ce moment-là, mais tu sais on a un acteur là, qui joue dans des films là, de catégorie B qui sortent directement là, en DVD ou en VHS là, à l'époque. Fait que tu sais on va le rapporter, on va lancer l'idée là, de revenir là, pour le 4e film là, de Bloodsport, mais il va revenir, mais pas dans le même personnage. Ça va devenir comme un film policier vraiment étrange à quelque part. Tu sais, il va incarner là, le rôle de l'agent Keller, que lui oui, c'est un combattant, puis que tu sais dans le fond il se combat, mais tu sais il est pas brutal, puis tu sais même dans les combats reclus là, qui combat dedans, ben tu sais on met déjà en place là que il va pas tuer là, puis tu sais dans le fond tu sais c'est juste des combats clandestins encore, mais
à quelque part, qui va pas aller là, au de l'avant de tuer du monde. Mais que c'est ça, tu sais, étant policier, ben finalement, il va tomber là, face à face à un prisonnier qu'il a déjà fait enfermer, qu'il devait être condamné à mort, mais que finalement, il se ramasse dans les rues, là, puis, tu sais, en tout cas, fait que finalement, ben, ils vont monter une opération pour qu'il soit rentré là, en prison avec les autres prisonniers, puis naturellement, ben, tu sais, il va rentrer en prison, puis là, il y a des prisonniers qui sont là, puis qui se disent que Keller les a rentrés en prison, puis en tout cas, il va y avoir un peu là, de combat un peu là, dans les cuisines, tout ça, les genres d'affaires qu'on voit là, dans tous ces genres de films-là, qui doit se battre là, contre d'autres prisonniers, puis des affaires de même, là, des choses qu'on a vues là, de maintes et maintes fois. Puis, tu sais, c'est comme à quelque part, ça vire en rond. Tu sais, sa coéquipière là-dedans, ok, c'est la femme à M. Bernard là, dans la vraie vie, puis qu'elle, quelque part, ben, tu sais, elle va essayer là, de leur faire sortir parce que il y a un bout là-dedans, tout ce qui se passe là-dedans, c'est que les prisonniers, ils sont qui sont enfermés, éventuellement, ben ils les amènent. Il y a comme une autre organisation à l'interne que ils vont s'arranger pour tuer les prisonniers, mais ils les tuent pas, c'est juste sur papier, ils sont morts. Ben ils les amènent ailleurs pour les faire combattre dans un autre comité qui, dans le fond, c'est un comité où on se combat jusqu'à la mort. Dont le nom du film Bloodsport 4, The Dark Committee, pour montrer que c'est un comité qui est un peu plus sombre ou quelque chose de même. Mais tu sais, le comité, ils sont genre 20 alentours. Tu sais, c'est comme quelque part, ils sont tous dans des cages. Puis, tu sais, en bout de ligne, ben, M. Bernard veut pas tuer. Puis, tu sais, dans le fond, il a pas le choix de devoir tuer quelque part pour sa couverture. Sinon, ben, tu sais, s'ils tuent pas, ben, tu sais, ils ont tous des AK-47 sur eux. Puis, ils vont descendre le combattant. Fait que, tu sais, il y a un peu de n'importe quoi. Ça semble pas être du tout relié aux 3 derniers films. Normalement, je pourrais dire que c'est le fun qu'ils ont essayé quelque chose de nouveau. Ça va, mais, tu sais, honnêtement, ça paraît plus d'un film que c'était un script pour un autre film, puis c'est clair que c'était ça, quelque part. Mais qu'on a juste collé Bloodsport dessus, tout simplement pour essayer là, d'attirer plus de monde. Mais honnêtement, je pense qu'on aurait dû vendre ça comme un film de Daniel Bernard, puis avec un autre titre dessus. Puis je pense que ça aurait mieux vendu, ça aurait été plus mieux accueilli. Tu sais, il n'y a pas vraiment de bons moments dans le film, honnêtement. Tu sais, les combats sont très amateurs en tant que tels. Les chorégraphies sont bien ordinaires. Puis tu sais, même la mise en scène est très ordinaire. Puis même la manière des fois que c'est filmé, c'est vraiment étrange. Dans les premiers plans, on voit une barmaid, puis c'est genre on zoome dessus, puis on recule, puis on fait toutes sortes de plans étranges dans le film. C'est vraiment amateur. On dirait que c'est un film qui a été filmé là, par un groupe d'amateurs là, qu'on voit là, des fois des vidéos sur YouTube. Tout ça, j'enlève pas rien à YouTube. Des fois, là, on a des films là, qui sont vraiment là, de haute qualité sur YouTube. Il y a vraiment des gens là, talentueux dans le monde. Mais il y a des gens qui manquent de talent. Puis c'est vraiment un film de même. Là. Honnêtement, là, je sais pas pourquoi que ce film-là a été fait. Là. En tout cas, ça doit être le réalisateur. Là. C'était son premier film ou quoi. Je sais pas quoi exactement. Ou plutôt le cinématographe là. C'est un film là, qui vaut vraiment pas la peine. Puis surtout quelque part c'est un peu une claque d'en face quelque part. C'est que on se dit on nous crache au visage quelque part. On nous dit bon ben on ramène Daniel Bernard, mais on ramène pas la même histoire, il n'y a pas une continuité. Fait que, oui, on peut regarder ça pour les combats, mais les combats sont très ordinaires. C'est un film qui est pour ça. Il faut s'entendre aussi là, que on va pas écouter le film là, pour l'histoire.
Mais, tu sais, j'enlève rien à Daniel Bernard en tant que tel, là. Il est toujours là, puis, tu sais, ses combats sont corrects. Mais, tu sais, en même temps, ben, qu'est-ce qu'on a vu avec le troisième film? Ben, c'est nettement supérieur au combat là, qu'on a là, dans le film aujourd'hui. Puis surtout, c'est la manière que c'est filmé aussi. C'est que ça devient déjà dérangeant aussi. Fait que, tu sais, honnêtement, là, c'est un rouge très foncé là, pour Bloodsport 4. Alors, on va rembobiner un peu dans le temps. On va revenir la même année que Bloodsport 2 est sorti. On va revenir à Jean-Claude. Qu'est-ce que lui faisait en 1996? Ben, il faisait un film qui est son premier film qu'il a réalisé, La Conquête du Dragon d'Or, ou The Quest en anglais. Il a été coécrit avec Frank Dukes, qui est techniquement la personne là, qui a fait tout ce qui s'est déroulé là, dans le Bloodsport original, mais que dans le fond son histoire a été écrite pour le premier film, mais en tout cas il a apporté une partie d'histoire, supposément qu'il y a une histoire qui avait travaillé avec Jean-Claude Van Damme là, dans les années là, en 89-90, puis que Van Damme il a commencé à écrire quelque chose à part qui est le film d'aujourd'hui, mais M. Dukes a poursuivi Van Damme pour avoir sa royauté, puis que finalement ben c'est ça, il a eu le droit quand même d'avoir une partie là, de son nom là, sur l'écriture d'histoire au film aujourd'hui de la conquête du Dragon d'Or. Honnêtement, le film, il est en co-star avec Roger Moore, James Bond de 1973 à 1985 lui-même. Personne que j'aime bien en James Bond. Dans le fond, j'aime tous les James Bond, là, mais en tout cas, c'est peut-être lui aussi qui va avoir... Je veux pas dire qu'il va ramasser la vedette, mais je veux dire qu'il va avoir autant de temps d'écran, là, pas mal que Jean-Claude. Mais, tu sais, il est clairement pas James Bond, il est pas mal plus traite là, que James Bond en bout de ligne. Il est toujours en train là, d'essayer là, de voler telle partie, tout ça, telle affaire. Puis, tu sais, honnêtement, là, le film, là, il paraît un petit peu, là, tu sais, en bout de ligne, il va paraître beaucoup pour un remake là, de Bloodsport. En bout de ligne, on a le personnage là, incarné là, par Jean-Claude Van Damme qui va participer à un tournoi dans un tel pays avec tous les meilleurs combattants du monde pour gagner un dragon d'or. Puis dans le fond, ben, on a Roger Moore qui est accompagné là, de l'acteur là, Jack McGee, que eux autres vont compléter toutes les trois ensemble pour pouvoir voler le dragon. Mais tu sais, Van Damme, lui, pendant ce temps-là, il est en train là, de se battre, puis il est en train de gagner le tournoi, fait qu'il pourrait partir avec. Mais dans le fond, on a Roger Moore que lui essaie de voler le dragon pour être sûr de l'avoir, mais en bout de ligne, il se fait pincer. Qu'en bout de ligne, au lieu de se faire exécuter, ben Van Damme va demander là, à ce qu'il soit relâché en échange de pas gagner là, le dragon. Fait que Van Damme, c'est un bon gars là-dedans. Il a des valeurs plus que l'argent. La plupart des combats là-dedans sont assez ordinaires. C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est comme si Van Damme, pendant un certain temps, ça marchait bien, mais là, on dirait que on est revenu un peu comme quasiment aux sources à essayer d'avoir des combats, mais que on les a tronqués vraiment beaucoup. Il n'y a pas vraiment là, on voit pas vraiment de style. Ça fait que ça tronque un peu l'idée que si mettons on se dit on veut faire quelque chose de revenir un peu là, à la base, ben il manque d'idées à quelque part. Il aurait fallu peut-être mettre un petit peu plus l'emphase sur les combats à la fin. Il y a plusieurs idées que je me pose là, pendant le film aussi, la manière que Jean-Claude va rentrer là, dans le combat, dans le fond, il va au début du film là, il va se faire poursuivre là, par une mafia là,
du pays qui est dedans, puis que finalement ben, il va devoir se sauver là, à bord d'un bateau, puis il va rentrer clandestinement, puis finalement ben il va se faire enchaîner là, dans le bateau. Dans le fond, il va se faire garder prisonnier, puis que quand il va devoir être exécuté parce qu'on n'aura plus besoin de lui, ben l'équipage du bateau à Roger Moore vont le secourir. Dans le fond, c'est vraiment juste comme un hasard de même. Fait que, dans le fond, il va comme un peu avoir une alliance, mais le personnage là, de Roger Moore, lui, en bout de ligne, là, il est vraiment là, comme chacun pour soi, puis lui, dans le fond, il va juste le laisser sur une île, puis où ce que, dans le fond, le personnage de Van Damme va avoir un entraînement, puis pouvoir être un combattant pour embarquer là, dans un tournoi. Puis finalement, ben, il va croiser le chemin là, de Roger Moore éventuellement. Puis qu'il va sentir qu'il y a comme une dette envers Roger Moore parce qu'il l'a quand même sauvé, mais ça marche un peu à double sens parce que Van Damme va sauver quand même Roger Moore aussi, mais en tout cas, il va avoir quand même un peu un genre de terrain d'entente avec les personnages. Puis l'idée va être là, de voler là, le dragon d'or là, pour l'argent, puis de pouvoir être riche à la suite. Puis là, en chemin, ben ils vont croiser le champion des États-Unis. Dans le fond, chaque pays a un champion. Puis, dans le fond, Van Damme va battre le champion juste avec un coup de pied. Puis, qui est interprété par James Remar, qui fait Raiden dans le film de Mortal Kombat 2. Qui va sortir l'année suivante, là, en 1997. Encore un lien avec Mortal Kombat. En tout cas, c'est vraiment juste comme étrange là, comment on relie Mortal Kombat là, avec le film d'aujourd'hui, là, dans le fond, là, avec le podcast. Mais c'est ça, une fois qu'il va l'avoir battu, ben, il va comme transférer là, son invitation à Jean-Claude, puis il va lui dire, ben, dans le fond, il vient de battre pour l'Amérique. Mais je me dis, c'est la réalisation de Jean-Claude, puis que, on est rendu là, au prénom, là, moi, puis Van Damme aujourd'hui, ça a l'air, à force d'en parler. Mais c'est ça, il est rendu, il arrive à Van Damme, il dit, bon, là, dans le fond, tu vas représenter l'Amérique à au tournoi, puis je me dis pourquoi que Van Damme il arrive, puis justement il s'arrêtait un film qui aurait pu arriver puis dire ben je suis belge quelque part, pour représenter l'Amérique. Je trouve ça quelque part c'est quand même un peu étrange qui pourrait arriver parce qu'est-ce que ça il renie pas là, son pays en tant que tel, il veut juste être avoir une chance aux États-Unis, c'est ça qui l'a mis sur la carte. Mais, à quelque part, il aurait pu comme démontrer un peu quand même qu'il est belge, puis un peu embrasser ça comme idée, mais c'est ça. Là, dans le fond, c'est juste pour montrer qu'il est américain, puis il veut juste être américain, mais son temps de gloire était pas mal passé aussi. Là. On est en 1996, on a eu tous les doubles impacts, on a eu le flic du temps, on a eu toutes sortes d'affaires que, dans le fond, là, son temps là, commençait, là, son étoile était pas mal descendante, puis c'était peut-être justement une manière là, de dire regarde, je peux être populaire encore aux États-Unis. Je sais pas exactement pourquoi, mais en tant que tel là, je trouve que ça sonne faux à mes oreilles quand je vois ça là, ça sonne faux, puis ça regarde faux là, à mes oreilles de la manière que je perçois le film. Fait que le film, je l'avais vu au cinéma à l'époque, puis j'avais vraiment pas été impressionné, puis je l'ai réécouté là, il y a quelques années une fois que je l'ai ramassé là, dans un paquet là, de 5 films de Jean-Claude Van Damme, puis encore une fois, ça avait à peine gardé mon attention. Je pense que je m'étais ramassé sur mon téléphone pas mal tout le long. Là. C'est vraiment un film là, qui est pas capable là, de tenir vraiment mon attention. C'est sûr que là, j'ai essayé de garder là, toute mon attention là, sur le film là, pour le podcast. Mais c'est un film là, qui est assez ordinaire. C'est que dans le fond, là, oui, on va ramener là, étrangement, là, j'ai dit tantôt là, que j'ai écouté Le Cœur de Lion comme en préparatif pour me rembarquer là, dans l'atmosphère là, de film de Van Damme. Ben le grand méchant, là, le grand combattant à la toute fin, ben c'est le même adversaire là, qu'à la fin là, de Cœur de Lion. Là. C'est juste que il a changé sa chevelure, là, mais c'est le même acteur qui revient.
Puis, tu sais, c'est correct en tant que tel, là, ça me dérange pas. Il y a Bolo Young qui est revenu là, dans Double Impact, puis Michael Casey qui est revenu là, qui a combattu dans Bloodsport, puis il est revenu aussi là, dans Kickboxer. Tu sais, c'est correct là, en tant que tel. Là, il sait avec qui il travaille, puis des fois, si tu sais que t'es pour peut-être manger un coup solide là, à la figure, ou tu sais dans le fond qu'on ait quelqu'un là, qui sait un peu comment ça fonctionne puis tu as confiance en ton adversaire, ben t'es peut-être aussi bien demander à quelqu'un que tu as confiance puis que tu sais qui te ramasse pas la face là puis que tu sais dans le fond il faut pas oublier que c'est des acteurs puis c'est le visage qu'ils vendent aussi à Hollywood, fait que tu sais des fois tu veux peut-être pas te faire trop ramasser. Même si tu dois paraître là, que tu es un gros dur à cuire, mais il faut quand même que tu réussisses à revendre ton visage pour ton prochain film. Puis en même temps, ben, tu veux juste pas des accidents, des affaires de même, là, des mauvaises manœuvres. Fait que c'est des choses qui me dérangent pas du tout là, dans ces films-là. Mais c'est ça, même le charisme à Roger Moore, c'est peut-être ça qui m'aide un peu à passer au travers là, de la conquête du Dragon d'Or. Mais à part de ça, c'est un film là, qui est vraiment oublié dans toute la carrière là, à Van Damme. C'est son premier film, on peut peut-être le pardonner, mais c'est ça, en tant que tel, je pense qu'il aurait pu mettre un petit peu plus l'emphase sur des affaires de même, d'autres idées. Peut-être, comme j'ai dit, là, le fait là, qu'il est belge et non américain, peut-être embrasser ces idées-là. Puis, en tant que tel, c'est sûr que c'est pas du grand art. Tous les films que je parle aujourd'hui, il faut s'entendre là-dessus. Mais il y en a quand même là, que ils sont capables d'avoir un certain fun puis de mieux apporter les idées que des affaires aussi que c'est un petit peu n'importe quoi. Puis que des fois qu'on essaie au moins, on peut toujours avoir un film là, de catégorie B puis voir le cœur en arrière de tout ça. Mais des fois aussi que c'est juste des séquences d'images. Puis le film d'aujourd'hui, ben autant qu'il est bien fait. Roger Moore, il va dire que c'est le pire film en carrière qu'il a fait, puis que toute la production était désorganisée, puis qu'il y a même un bout que on avertit là, toute la production, tous les acteurs sur place ou tout l'équipage au complet, que dans le fond, il faudrait peut-être faire quelques jours bénévoles parce qu'il n'y a plus d'argent. Ben, tu sais, dans le fond, il a répondu, ben, tu sais, on va tout sortir, on s'en va, là, tu sais, fait qu'ils se sont dépêchés à trouver de l'argent pour payer le monde, là, sur le plateau. Fait que, tu sais, toutes des affaires de même qu'il fait que, tu sais, c'est une production, là, qui était un petit peu, là, merdique. Mais, tu sais, c'est ça. C'est en même temps, ben, tu sais, on n'a pas sauvé le produit, là, en post-production. Des fois, il y a des films qui sont sauvés en post-production, mais ce film-là, il paraît pas si mal que ça. Puis même la musique de Randy Edelman, je trouve qu'elle est phénoménale, honnêtement. C'est lui qui a fait la trame sonore là, que j'aime beaucoup aussi là, du film Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Encore revenir à Bruce Lee, là, mais puis en tout cas, je peux même revenir au fait que si même on parle de Dragon, l'histoire de Bruce Lee, il y a comme comme l'adversaire principal à Bruce Lee là, dans ce film-là, là, qui est le frère d'un autre de quelqu'un là, qui a paralysé là, ou qui a blessé là, assez grave Bruce Lee. On voit son frère un peu plus tard. Ben, son frère, c'est lui qui est l'adversaire principal de Bloodsport 2, qui a fait les chorégraphies pour Bloodsport 2. Puis que qui réapparaît aussi là, dans le film là, de la conquête du Dragon d'Or. Fait que c'est un petit peu tout interrelié là, ce que je fais aujourd'hui aussi. C'est pour ça aussi que ça m'aide à parler là, de tous les 5 films là, d'aujourd'hui, puis essayer d'unir ça ensemble. C'est tout est ficelé un peu partout. Mais la musique de Randy Edelman, là, je la trouve une très bonne qualité. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à celle-là là, de Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Mais je l'ai écouté quelques fois aussi. C'est sûr que j'aime peut-être mieux là, la trame sonore là, de Bloodsport, mais ça m'aide quand même passer au travers du film, qui fait quand même aussi que le ton est quand même un petit peu plus léger. C'est sûr que même si je vais donner un rouge à la conquête du Dragon d'Or, c'est des lunes meilleures que le film là, de Bloodsport 4.
Alors, en conclusion, pour tout fermer là, aujourd'hui, là, juste la couverture du film Bloodsport qui inclut là, les 3 suites et le film là, de La Conquête du Dragon d'Or, honnêtement, je vous dirais, si vous êtes fan du film là, de Bloodsport, écoutez Bloodsport 2, puis éteignez ça là. Peut-être, comme j'ai dit, là, la fin du 3e film, si mettons vous en voulez plus, allez-y, essayez-vous sur Bloodsport 3. Restez à l'écart les deux derniers que j'ai parlé. Vous manquez pas grand-chose. C'est plate à dire, mais c'est ça. C'est plate un petit peu pour Van Damme, mais en même temps, c'était pas mal comme sa carrière descendante à cette époque-là. Puis dans le fond qui va remonter pas mal juste avec le film là, qu'on va parler là, à la toute fin là, de cette en guillemets rétrospective ou trilogie là, de 3 films là, avec le film là, de 2005 là, de JCVD. Mais ultimement, là, c'est vraiment le film principal là, du podcast aujourd'hui là, que j'endosse le plus. Mais c'est ça. C'est toujours à quel degré que vous êtes prêt à prendre là, de continuer un tel univers. Puis surtout quand ça tombe en DVD ou en VHS ou maintenant direct en streaming, à quel point qu'on aime un produit, là, l'original ou en tout cas la suite qu'on aime le plus ou n'importe quoi, ça vient tout le temps à partir de là, mais c'est ça, moi je vous dis restez avec l'original, puis allez-y regarder le 2e film là, quand même avec des yeux un petit peu plus ouverts, puis essayez de vous enlever Jean-Claude Van Damme de la tête. Il est quand même assez acceptable. C'est quelque chose là, qui vaut quand même un peu la peine, puis qui paraît pas trop cheap, puis qu'il y a quand même eu dans le fond, il faut pas oublier aussi que je vais revenir à Mortal Kombat, puis même Dragon, l'histoire de Bruce Lee, c'est des films qui avaient sorti déjà à l'époque. On avait remis quand même là, pas mal aussi là, les films d'arts martiaux là, d'actualité. Puis, dans le fond, on avait une bonne lancée. Puis, il faut pas oublier quand même, là, le film de Mortal Kombat, c'était quand même une bonne lancée là, pour des films d'arts martiaux. Puis, on était en plein dedans, là, dans le fond, là, ces jeux-là marchaient fortement à l'arcade. C'était comme un phénomène là, qui marchait à ce moment-là. Fait que, des films d'arts martiaux, on pouvait essayer là, de monter là, un peu la gamme, un peu, puis essayer de sortir un produit de qualité. C'était d'actualité. Là. Mais il faut encore une fois considérer que c'est pas du grand art en fait d'écriture, de scénario, puis en fait d'acteur. Faut toujours se garder ça en tête. Il y a une chose, j'ai oublié de parler aussi, pendant toutes les années, dans le fond, j'ai pas vu beaucoup le film de Bloodsport, je l'ai vu juste une fois il y a 5 ans, mais il y a peut-être 7-8 ans de ça, j'ai vu sur YouTube une vidéo que il y a quelqu'un qui s'est amusé là, à faire le jeu de Mortal Kombat, mais en montage de Bloodsport, le premier. Fait que, pendant des années, moi, en bout de ligne, là, je me suis peut-être considéré que j'avais vu le film quasiment là, dans cette version-là. Puis, c'est comme toutes quasiment les meilleurs bouts. Il y a 7 personnages là, dans le jeu original de Mortal Kombat. Puis, la personne s'est amusée à tout faire là, les personnages au complet. Puis, rajouter là, des fatalities. Puis, en tout cas, tout ce que dans Mortal Kombat. Mais, à partir du film, puis, il a fait tout un montage de l'énergie, puis les affaires de même, là, puis avec les sons, tout ça. Fait que, je vous invite là, à vérifier ça. C'est une vidéo là, de 7-8 minutes là, sur YouTube, puis ça condense Bloodsport là, en quelques minutes. Fait que c'est quelque chose là, qui était bien le fun là, à écouter, puis c'est comme... Au courant des années, là, moi, j'avais comme tout vu là-dedans. Là, fait que je vous invite à voir ça, puis c'est sûr que ça remplace pas le film là, de Bloodsport. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, pour emprunter la couverture du poster de RoboCop, on va avoir mi-homme, mi-temps, mais complètement flic,
ben, on va avoir Time Cop la semaine prochaine. Vous pouvez sûrement vous douter que si, comme j'ai dit tantôt, j'ai eu le Blu-ray avec Bloodsport et Time Cop dessus. Il y a 5 ans, ben dans le fond, j'ai écouté les deux films là, pas mal là, à 2-3 jours d'intervalle. Fait que c'est la dernière fois que j'ai vu Time Cop, mais c'est ça, c'est un film que quand même que dans le fond j'avais acheté le duo pas mal pour Time Cop pour essayer de réécouter le film là, puis essayer de voir si j'avais aimé ça, ce film-là à l'époque. Mais tu sais, c'est un film là, plus science-fiction, puis tu sais, je pense que c'est le film le plus science-fiction là, en tout cas pas pour cette époque-là. Pour Van Damme, là, il a fait plusieurs films un peu là, vers la suite, mais on en parlera peut-être là, dans un futur, mais pas là, dans la rétrospective. Puis aussi, ben, c'est ça, il y a une suite avec, donc, on va faire encore un lien avec ce que j'ai parlé tantôt. On a Time Cop 2 qui est avec Jason Scott Lee, qui est l'interprète qui a fait Bruce Lee dans le film de Dragon, l'histoire de Bruce Lee. J'ai jamais vu Time Cop 2, ça va être ma première fois, fait que je vais en parler là, au podcast. C'est sûr que on va se concentrer beaucoup plus là, sur le film là, de 1994 du flic du temps, mais c'est sûr que à la toute fin, là, ben, je vais faire je vais parler du deuxième film là, puis mes impressions, tout ça. Puis c'est ça, je vais essayer de vous apporter là, si maintenant vous n'avez pas vu le film là, ben je vais en parler quand même avec mes idées globales comme que j'ai fait là, pour Bloodsport 2, 3 et 4 et de la conquête du Dragon d'Or. Alors, entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur le post sur Facebook ou sur Twitter. N'hésitez pas à republier le post sur votre mur ou à des gens qui pourraient peut-être être intéressés. Commentez sur les 5 films. Puis, tu sais, au courant de la semaine, je vais poster, dans le fond, là, le poster là, de Le Flic du Temps pour dire que c'est qu'est-ce qu'on va couvrir la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter dessus. Je vais essayer de commencer à passer les commentaires des gens sur le podcast, dans le fond, si vous êtes intéressés, tout ça, à peut-être entendre là, vos commentaires, ben que je vais les reposter là, dans le fond là, sur le podcast. Fait que je vais pouvoir vous nommer tout ça. Fait que, tu sais, juste un peu pour vous inclure là, dans le podcast, là, qu'on unit un peu là, nos idées. Mais d'ici le prochain épisode, ressentez l'impact. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Vous pouvez aussi contribuer monétairement au podcast afin d'aider à couvrir certaines dépenses liées au stockage des épisodes et la maintenance du site Internet. Afin de vous encourager à contribuer, je propose de couvrir la trilogie de films de votre choix pour toute contribution de plus de 15$ avant la fin 2022. La trilogie choisie sera couverte dans les 6 premiers mois de 2023. Pour plus de détails sur la façon de contribuer, rendez-vous sur premiervisionnement.com. En espérant vous voir au prochain épisode.